Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar. Donc on revient pour un petit podcast après quelques petits moments d'absence et je reviens pas tout seul, je suis en compagnie de Mehdi. Salut Mehdi. Salut, salut. Et Maxime, l'historique de la chaîne. Salut. Donc on fait un petit podcast après quelques moments d'absence. Après l'actualité du jeu a été un petit peu creuse. Après les fests, il y a eu une grosse période de trou. Donc on revient pour faire un petit récap déjà de tier list. On va voir ce qui a été des bonnes décisions et des mauvais calls aussi, s'il y en a eu dans la tier list. Après on a pris le risque de faire une preview, donc il y a forcément des ratés. Après on va se lancer dans une petite review, essayer de deviner la banlist à venir. On va essayer de donner notre avis, même si on pense tous de manière collégiale qu'elle sera pas très très fournie en termes de banlist quand même. Je pense que la méta le mérite pas. Et on finira par une petite ouverture en parlant de ce qu'on a vu des reviews du 7-17 et comment on le sent, tu vois. Après, ça va être sympa. Même si elle sera, bon, on le sait déjà, un petit peu en retard, mais bon, on commence à être habitué. Autant déjà les annoncer plus de semaines. Comme ça, ce sera. Arrête, pour une fois, ils sont en avance, c'est bien. Franchement, On avance d'une semaine sur le retard de 2 semaines. Ça, il faut souligner l'effort. De base, c'était le 27, je crois, 27 mai. bah, Et ouais, c'est c'est le ça. 10. Ce sera le Non, 10. C'est le 10 en magasin. Ouais, mais C'est le 10 en franchement, magasin pour le moment. moi, je dis qu'il faut C'était annoncé aujourd'hui. souligner l'effort, tu vois. Il n'y a plus besoin de deviner si c'est en retard ou pas, tu vois. Il y a de la com. C'est vrai. C'est pas mal. Bon, les AP sont reculés quand même. Ça fait quand même beaucoup pour les shops. Je pense c'est un peu compliqué. Après, on n'est pas responsable commercial d'une entreprise, mais ce serait bien de prévenir tout le monde que désormais il y a tout le temps des retards, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, comment ça va, messieurs? Vous êtes contents vous avez kiffé votre 7-16 qu'on s'approche à la fin? Ouais, écoute. Bon, franchement, moi, je trouve que ça tenait un petit air frais à DB. Genre, ça fait du bien de trouver une méta un peu, genre, diversifiée, plein de decks à jouer et tout. Franchement, grave sympa. Je suis d'accord. Toi, Maxime, qui a tourné avec les deux gros nouveaux decks, Trunk Zone et U7, t'as kiffé la nouveauté un peu? Bah, en vrai, ce que je trouve bien, c'est que on a un peu connu je dirais la grosse époque de gloire jusqu'à Nice qui a fracassé littéralement l'aggro et qui a rendu un peu le jeu mou du cul. Et là, ils ont enfin réussi, avec quelques BT pour, à partir des archétypes qui s'inscrivent parfaitement dans une méta purement mid-range. Et pour moi, ils ont réussi à faire shifter le jeu là où ils voulaient, c'est-à-dire sur un système où tu vas gagner T3, T4, T5, voire plus, dépendamment de ce que tu as en face de toi. Et les decks sont vraiment bien taillés pour. Et ouais, pour avoir testé les deux gros mastodontes de la méta, on s'est pas spécialement trompé. On verra un petit peu plus tard sur la tier list, à savoir Trunk Jaune et Goku U7. Ouais, c'est vachement intéressant. Alors, Goku U7 et beaucoup plus. Le Trunk Jaune, on en reparlera, je pense, tous ensemble. C'est pas forcément le deck qui, en termes de gameplay, est le plus intéressant. Mais U7 et Trunks Noir aussi, dans une moindre mesure. Mais je pense que Mehdi pourra en parler bien mieux que moi, pour l'avoir joué de manière un peu plus poussée. Ouais, non, il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a pas mal de choses qui sont à faire. Et on verra d'ailleurs à travers les différents résultats des tournois, qu'ils soient francophones ou américains, qui peuvent avoir lieu ces derniers temps. Donc, place à la nouveauté. Mehdi sur Trunks Noir, commentaire en particulier, un retour sur le deck? Agréablement surpris, parce que franchement, j'avoue que moi, le deck, il me fait plaisir à jouer. En plus, franchement, il y a une bonne mécanique. En fait, c'est un peu moins un Gogol que Gogeta Zeno, en vrai, qu'il est actuellement. Et je sais pas, moi, je le trouve plaisant à jouer, et il est pas forcément en dessous, quoi. Franchement, c'est un deck qui a sa place dans la méta, et franchement, j'aime bien. C'est sûr que quand on vient du bleu, on peut pas être fan de Gogeta Xeno. C'est un peu un cauchemar sur pattes, quoi. Bah, je pense que c'est un bon compromis pour Mehdi, pour un joueur bleu qui a longtemps poncé CSS, qui a longtemps dû essayer de gérer le maximum la création de ressources, etc., d'arriver sur un deck noir qui demande des choses similaires, mais qui a un pool qui pourrait se rapprocher d'un Gogeta Xeno, alors dans une bonne mesure. C'est pas mal, ça permet de faire un pont, en fait. Et je pense que c'est pour ça que Mehdi kiffe autant. Ça manque un peu de CP à mon goût. Ah, c'est le noir. C'est le noir. Après, Trunks CP, c'est pas si fort que ça, selon les joueurs bleus. Donc, devrait ça pouvoir dépend t'en de passer. quoi, mais après, on va souligner quand même qu'il y a beaucoup de cartes en déflexion aussi. Oui. Pas mal, ouais. Bah, comme Foodies, d'ailleurs, c'était facile à gérer, c'est pour ça qu'elle n'est pas partie, la carte. Ça a pas déflexion, ça coûte 6.
Après, Trank Zone, j'ai joué, franchement, je m'ennuie avec le deck. Après, très fort, rien à dire, hein, mais je m'ennuie beaucoup avec le deck. Ah, Je sais pas. Après, Et c'est quand même sympa des fois quand tu te fais, quand tu subis une partie un petit peu très agressive et que là tu sors, t'as 0 de board et tu sors un Xenocell en un tour qui te sauve ta game. Le sentiment doit être marrant quand même. ouais, Le ouais, non, rôle de mais game est marrant. c'est Zeno, enfin voilà, genre, franchement, c'est impressionnant comme le deck il fait tout seul en fait. Il fait tout le temps la même chose à toutes les parties. C'est surtout ça qu'il faut souligner. C'est autant on parlait du Nord tout à l'heure et Gogeta Xeno, c'est effectivement un peu l'exemple de on joue à pile ou face et puis on voit ce qui se passe. Trunks, s'il est bien monté, c'est T1, T2, T3, T4, T5, la même chose tout le temps. Et bien sûr, on peut s'adapter à ce que fait l'adversaire, mais majoritairement en termes de play à faire durant ton tour, c'est quasi impossible de break. Le deck est tellement bien construit, il y a tellement de draws, il y a tellement de tutos, etc. que enfin moi ça m'est jamais arrivé de ne pas toucher mon Trunks à 3, à mon T2. Voilà. J'ai toujours eu effectivement les cartes que je voulais au moment où je les voulais. La Trunk Zone, tu sors très peu du playbook en fait quand tu joues le deck. C'est pire qu'Icarus. C'est vraiment pire qu'Icarus. Voilà, c'est Même délire. un deck où tu joues tout seul en fait. Je les mets dans le même panier. Ouais, clairement. C'est la même racaille jaune. Ouais. C'est pareil. Ah, peut-être vous avez peut-être un ou deux decks surprises de cette méta. Je vais afficher la tier list, mais de mémoire, je pense que KP on l'avait mis un peu bas. Là, il a pris des tops. J'avoue qu'on a un peu sous-estimé, je suis d'accord. On l'avait un peu oublié, je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas forcément été voir la dernière vidéo et qui sont courageux pour le faire, parce que la vidéo, ça dure un petit peu moins de 2 heures. On avait pas mal craché, alors pas craché, mais on n'avait pas forcément mis grands espoirs sur KP et oui, on s'est trompé. Je pense que là, de ce que je vois, dans ce que tu nous montres sur cette tier list, c'est peut-être la plus grosse erreur qu'on ait pu faire en termes de temps. Après, le tier 2, c'était une moyenne. Il y avait des gens plus optimistes, d'autres moins. Bon, en vrai, c'est la grosse sortie de route de la tier list, mais globalement, je vois des choses peut-être cohérentes, même si on peut voir que la fin du tier 1.5, je pense que c'est du tier 2, ça se touche, quoi. Mais clairement, KPA, il est plus entre le tier 1.5 et le tier 1 que entre le tier 2 et le tier 1.5, ça c'est sûr. Là, on voit Gohan, par exemple, qui a été supplanté par Goku i7, parce que Goku i7 fait plus de choses, certes génère un petit peu moins de CA, mais a beaucoup plus d'outils pour aller clôturer une game que Gohan i7. Justement, ce Gohan, c'est peut-être un des trucs les plus tristes de cette méta, avec l'essor en termes d'expérience de jeu peut-être de Goku i7, c'est qu'on le voit plus ce deck. C'est dommage, c'est un deck sympa quand même. Ouais, mais bon, malheureusement, il fait un peu pas de comparaison avec Papa qui est lui en tier 1, tu vois. Après, les deux decks font pas exactement la même chose, ne génèrent pas leurs ressources de la même manière. Mais je pense qu'en termes d'impact à proprement parler, le Goku a des cartes qui lui sont réservées qui sont beaucoup plus solides en termes de jouabilité que le Gohan 7. Que ce soit le Goku contre, le Goku A8. Faut avoir vu pas mal de Goku U7 jouer, et je pense qu'il devrait faire un petit stage de Gohan U7 pour jouer un peu plus mid-range, parce que les Goku U7 qui tapent comme des sourds en début de partie et qui n'ont pas de carte en main, c'est compliqué. C'est leur problème, hein. Après, s'ils se retrouvent à 6 ou 7... Nous, on le valide le tien, hein, mais Goku U7, c'est peut-être le deck où vous allez voir le plus d'écart entre un bon joueur et un mauvais joueur de ce deck, tellement le deck est un peu... déjà, il est dur à build, déjà. Et aussi, il est dur à jouer. Là, tu dois t'adapter à ce que tu as sorti. Comme il y a eu des decks meules comme Vegex avant, mais bon, Vegex était tellement fort dans la méta que des fois tu pouvais faire illusion avec ton ayant tout en une bonne sortie. Et c'est un deck où il faut bien gérer ses ressources. Goku U7 a peut-être, c'est peut-être un des decks dans la méta là, avec pourquoi pas Sin Shenron aussi que j'aime bien là-dessus, où il y a le plus d'écart en termes de skill cap sur des résultats dans un tournoi. Je trouve qu'on se rapproche beaucoup aussi de, parce que tu parlais notamment génération de card advantage, on se rapproche énormément de ce que font les bons et les mauvais joueurs de Gogeta Xeno. Quand le deck a commencé à effectivement prendre des tapes, etc., Gogeta Xeno, on voit de tout, hein. On voit des mecs qui effectivement veulent absolument poser leur promo tous les tours et qui ont 5, 6, 7 cartes en main. Puis t'as ceux qui jouent un peu plus habilement et qui le pilotent mid-range et qui vont se retrouver
a autant de cartes en main, quasi qu'un Soul Striker ou qu'un Golden Freezer, et qui vont gagner effectivement sur les ressources parce qu'ils vont avoir des beaucoup plus impressionnants. Je pense que c'est un peu la même chose. Tu peux jouer en mode Gogol, ça peut passer, si le mec effectivement est vraiment pas prêt, mais la plupart du temps, entrer dans l'art de l'adversaire juste en faisant C17 Freezer tous les tours, c'est moins la meilleure des choses à faire, quoi. Puis jouer Jiren, quoi. Ouais. Ça change tout. On fait un petit point Soul Striker dans la méta ou pas? Bah ouais, on peut, mais après, en fait, il va pas être trop joué, je trouve. Enfin, du tout. Bah, c'est encore pareil, hein. Si tu étais de nationalité américaine, tu l'aurais pas mis en 1.5, tu vois. Tu l'aurais mis en Rogue. Les gens, tu l'aurais mis en limbe. Ouais, en limbe, tu vois. Tu t'aurais mis SS4, Vegeta SS4 en 1.5 voire en tier 1, parce que voilà, et on aurait juste pas parlé de SF. Les gens, je sais pas pourquoi, Il paraît, les Américains, ils te lancent leur meilleur topo is minus 2, bro. Non, c'est ça. Hein. Non, pas c'est trop, pas non. du -2, mon pote. Pas vraiment, en fait. Topo, le mec, s'il a pas side contre, il regarde ta game, il te regarde mettre tes topos pendant toute ta partie, il sait qu'il a perdu. Topo une poussette en turbo, bien sûr. Le regard abattu des gens qui n'ont pas de solution à topo Mendex, c'est terrible, franchement. Après, si ton deck il passe pas topo, il passe pas topo. Hein. Ça arrive. Hein. C'est peut-être la carte la plus chiante ACP de la méta. Compliqué. Du coup, Mehdi, toi, qui a perfect les rondes d'Infest avec ce deck. Ouais, j'avoue. Après, j'ai quand même du mal, hein. Certains decks qui m'ont bien enquiquiné, quoi. Enfin, les Français, ils aiment pas trop ce striker, donc du coup, ils sont toujours t'as des gros side de 6-7, hein, chaque partie, hein. C'est ça, tu vois, genre, tous les cyberbelets, je sais pas quoi. T'en as 3 dans le tournoi, mais le gars, il fait, attends, je vais mettre tous mes Kotsukai, tous mes Totepo anti-détape, tous mes Totepo silver bullet. Ah ouais. Ouais, je me suis tapé des sides, my god, quoi. Yes. C'était chaud, peut-être. Alors, silver bullet 1, silver bullet 2, Kotsukai, quoi. Moi, la semaine d'avant, à Lille, où j'ai fait un fantastique résultat j'ai commencé par 0-2, pour essayer de me relancer à 1-2, je crois. Le gars, il fait miroir, je fais bon, bah ça va, au moins il a pas de side contre moi, il rentre 7 cartes. Ouais. J'étais refait. J'étais là, il me sort des Kotsukai, des anti-d'étape, des silver-boulettes. J'étais là, tu trahis ta race, en fait. Tu trahis ta race, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je vais enculer le miroir, en fait. Pour rigoler. Il a dit jamais je perds en miroir du tournoi. Je suis là, c'est dur. Après, ça va, on a eu de la chance, puisqu'on avait l'extra Royaume des Dieux Virus. Ah ouais, Lille, je l'avais pas, je peux te dire, je l'ai senti. Non. Sur le phase de tour, effectivement, qui se marre encore qu'il l'avait, mais on a senti la différence par rapport à Lille. J'avais ça avec Gohan Piccolo, c'était bien. Ah, Gohan Piccolo, ça fait des games, hein. Ah, ça fait des games. De fou. Enfin. Gohan Piccolo, ce qui est marrant, c'est que le mec, il te spam ce silver bullet, il te fait un grand sourire, il dit fin de tour à toi, et puis, bah, pour une énergie, tu lui dis ça dégage, quoi. Et si derrière en plus t'as l'extra virus, fantastique. Anti-d'étape maintenant, ça fait plus peur à personne. Non. Après, parce que la BT16 a amené à E16, donc dans la version bleu-rouge, c'est la Vegeta promo aussi. Je trouve juste incroyable, en fait. Qui était pas forcément dispo sur les fêtes, mais oui, qui a apporté énormément au deck. Hein. C'est un enfer, hein. C'est cancéreux. Hein, C'est secret défense, ça, c'est pas encore vu, ça. Faut pas dire. Ouais, il est dans les listes, hein. Ça va. Il est beau, il est enguiné en plus. Il n'y a pas de secret, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'à partir d'un certain tour, il passe au-dessus de Kotsukai, tu vois. Donc, c'est vraiment... Bah, T3, c'est ça, non? Ou T4? T4. À partir du T4. Il a 22 000, exactement. Du coup, il passe au-dessus de Kotsukai. Il a ratio Kotsukai plus 2. Ils auraient dû le mettre à 20 050 pour que ce soit vraiment Cette carte n'est pas affectée par Kotsukai si vous la jouez à votre T4. Et il faut pas oublier, une des meilleures cartes du 7-16, c'est Interceptor. Ouais. Ouais, très bonne carte. Hein. Ah, et gestion de board qui met sous le deck, tout ce que je voulais, quoi. Change tout ce que je voulais. Franchement. En fait, le 7-16 a apporté tout ce que, le bleu n'avait pas, en fait. Ouais, moi oui, t'as l'impression que Mehdi, il a écrit une lettre à Bandai et ils lui ont dit, ok, monsieur, tu vois. Et ils lui ont envoyé les cartes qu'il voulait, tu vois. Bah, franchement, moi, le seul truc que je voulais, c'était Trunks CP qui met sous le deck. Mais ça, c'est existe encore. Parce que Trunks CP, c'est pas assez fort. Donc, du coup, il faut juste booster, quoi. C'est très moyen, faut avouer. Hein. Bah, si, t'as eu Trunks CP qui met sous le deck, tu viens d'en parler avant, mais c'est multi. Quoi. Ouais, c'est multi, quoi. Ah ouais, mais c'est bon. Hein.
C'est payant, quoi. Calmez-vous, monsieur, quand même. Ouais, t'es bien content quand il tape 25 000 le tour d'après. Oui, c'est sûr. Je ferai ma demande à Noël. Vous voyez d'autres grosses anomalies dans la tier list par rapport à ça? Bon, on a mis Android 16 tier 2, mais Android 16, ça dépend beaucoup du pairing, je trouve. Ouais, Ouais, moi je trouve que ça... Gogeta, on aurait pu le mettre tier 1 en vrai. Vu les résultats actuels, je trouve que il tient tête à O2 deck. Bah, franchement, Gogeta, quand il gagne OD, il est tier 1, quand il perd OD, il est 1.5 ok. Donc c'est une bonne moyenne, tu vois. Bah, moi je Je trouve pense que qu'on sait. Gogeta il tient tête aux 2 decks tier 1 qu'on a mis. Genre largement. Ah ouais? Ouais. Bah, pour preuve, hein, regarde, rappelle-toi le local qu'on a fait où je te sors Goku rouge et tu gagnes au dé et tu me fais la sortie caviar. Bah, je t'ai juste regardé me tuer, en fait. Hein. Je pouvais rien faire. Et pourtant, j'avais pas une main dégueulasse. Hein. J'aurais pu jouer, t'avais pas une sortie débile. En fait, ce qui est compliqué, c'est le Trunks SR et la promo jouable dans le deck, t'es un peu nul, quoi. J'ai fait promo T1 et Trunks SR-T2, j'ai gagné. Ouais, donc ça, c'est fini, en fait. Ouais, mais ça reste quand même une sortie aléatoire que tu dois voir T1, T2, c'est pas facile. Ouais. Oui, ça d'accord, mais Gogeta Zeno, il gère le board facilement aussi. C'est un deck pièce en l'air, je trouve, quand même. Ouais, non. Bah, après, si les ratios sont bons, etc., y a pas de raison. Après, bien sûr, oui, t'as toujours, avec ton Warp 5, moyen d'aller mettre 3 contres et une caille et j'en sais rien, tu vois. Mais soit si tes ratios sont pas dégueux, ouais, y a moyen de faire ta sortie. Si c'est pas c'est pas ton T2, c'est à ton T3, tu vois. Pas sorti Godlike tout le temps, mais des sorties régulières, c'est possible. Oui. Par contre, tu sors pas un Gogeta les 3 premiers tours, tu peux emballer le deck, hein, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Je tiens à le préciser quand même. Mais bon, maintenant tu joues Mira Unisson, du coup ça change tout. Oh, je joue encore Pac-One quand même. Moi, je suis un aficionados de Pac-One. J'aime trop le combat. Mira c'est pas mal, c'est une stabilité aussi. Hein. Ouais. Ah, ça peut t'aider à aller chercher, à warp une pièce et puis une carte, c'est pas mal. Oui. En gros, ça soutient l'idée que tu dis, c'était les 3 premiers tours, t'as pas ça, nanana. Moi, j'aime trop tuer quelqu'un qui est drop 1, ça c'est mon point faible. J'avoue, c'est mon péché mignon. Le all-in sur un drop 1. Ouais, le all-in 35 000 sur le drop 1, faut plus le faire contre le bleu, quoi, c'est tout. Non, ouais, ça n'existe plus, ça. Le bleu, c'est enfin, bref. Goku Black, dans tier 2. Je pense qu'on va pas forcément le baisser, c'est juste que c'est peut-être un peu dommage qu'il soit pas tant joué que ça, je trouve. Après, le jaune, il est dense, hein. Là, le jaune, il a Sin Shenron qui reste solide, donc tous ceux qui n'ont pas eu envie d'acheter une nouvelle carte, ils jouent Sin, c'est solide. Trunks jaune, c'est un deck, c'est quasiment le meilleur deck en termes de ratio budget-résultat. Une forteresse, quoi. Même la Secret a les budgets, ce qui est dans les petits boosters. C'est dommage le désavant de Goku Black parce qu'il est sympa, en plus, c'était un retour de Wish, quoi. De toute façon, je l'avais call, hein. Le gros problème, c'est qu'effectivement, les gens, sur un gros event, ils ont un choix à faire, ils ont envie de jouer jaune. Le deck Trunks étant effectivement accessible, ils vont pas se poser la question. Hein. À partir du moment où ils ont leur 8 rares. Ouais, c'est ça. Ils ont leur 8 rares, c'est le meilleur joueur du monde. Et puis qu'ils ont effectivement déjà leur good stuff, sachant que c'est un deck qui n'a pas besoin de style fast pour pouvoir effectivement fonctionner. Donc déjà, ça fait économiser 100 balles. Puissance, bon, malgré elle, maintenant, elle coûte moins cher parce qu'elle est limitée à 1. Bergamo, c'est une carte qui a été reprint 2 fois, donc voilà, enfin qui a été print 2 fois. Donc c'est voilà. La malédiction du winner stamp. Exactement. Donc en soi, le deck qui vaut rien, quoi. C'est-à-dire que même en commençant le jeu, le mec qui s'intéresse un peu au jaune, tu lui dis vas-y fonce, ça va te coûter peut-être, allez vas-y, entre 100 à 150 euros. Si vraiment t'as rien, et puis t'as un des meilleurs decks de la méta, et qui, je pense, après tout va dépendre de la banlist, mais de ce qu'on en supposera, on en parlera un petit peu plus tard, le deck va pas se retrouver effectivement à dégringoler de tiers. Enfin, ça va rester un tiers 1, et même sur la prochaine méta, à mon avis, il va pas bouger. Non, je suis d'accord. J'ai rarement vu un deck Secret compris en partant de 0 coûter 150 euros et être aussi fort. Franchement, Et puis si tu fais ton fest avec, tu peux le pimper. Donc, oui. C'est tout bénef, c'est pimp mon deck, tu vois. Tu le boostes au fur et à mesure. Couleur meule, hein, tout tiers 2. Ça a gagné des events. Ouais. Les Italiens, ils aiment ça a gagné des events. Ils sont fans du rouge, les Italiens, c'est leur couleur. Bah, le truc, c'est que c'est le contre parfait au deck dont on parlait à l'instant, hein. Vu que c'est un deck qui, par définition, ça c'est la nature même des 2 gros derniers decks jaunes, se doit être pioché au maximum pour pouvoir gagner et juste empêcher l'adversaire de jouer, bah,
ta couleur qui te dit si tu pioches trop t'as perdu, et ton deck dit si tu pioches pas t'as perdu. Donc c'est compliqué en vrai. Que ce soit lui ou même Janemba, qui est d'ailleurs pas dans la liste, je suis en train de me rendre compte. Non. Il sera à mettre à peu près au même endroit, un peu. En fait, le truc c'est couleur, effectivement, il est placé au début, il a un peu le cul entre deux chaises, entre le 1.5 et le 2. Enfin, c'est pas un tiers 1. On avait dit qu'on mettait toute la meule catégorisée dans couleur parce que c'est la même mécanique, juste tu joues différemment. C'est la même mécanique, bien sûr. Après, oui, c'est un deck. En fait, c'est un deck qui est un deck de réaction face à la méta. Demain, on ressort un deck aggro qui est capable de tuer T2, T3. Couleur, je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose pour le coup. C'est vraiment, il s'inscrit dans une logique de jouer à 16 cartes en main, et dans une partie logique, sans meule, je finis à entre 15 et 20 cartes dans le deck parce que j'ai pioché énormément sur les tours dans lesquels j'ai pu jouer. Donc oui. Mais sinon, en soi, le deck... T'en penses quoi, toi, Mehdi, de la meule? T'es pas fan, toi, de par Janemba? Enfin, si, c'est quand même fort. Ce qui me dérange dans des couleurs, c'est le leader non éveillé qui est obligé de taper le leader adverse. C'est un peu le seul côté chiant que je trouve dans couleur. Après, non, c'est... Dans la méta, je le trouve bien, dans le sens où les decks piochent beaucoup, quoi, effectivement. En plus, ça pose des morts qu'elle arrive, donc du coup... Ouais, tu peux tuer autre chose qu'à la meule, quoi. Oui, mais tu peux tuer à la meule facilement aussi. Alors, il me le vénère. Ouais. Là où Janemba n'a qu'une seule win-con, hein. C'est très compliqué d'aller tuer avec autre chose. Là, ouais, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que si t'installes un board et que t'as géré le terrain adverse, tu peux tuer au point de vie. La grande force de Janemba, c'est quand tu tombes après face à ton copain sadique de meule, c'est que t'as l'auto-win, parce que toi, tu fais moins de choses que lui et tu le meules plus. La grande force de Janemba. Mais Sin Shenron aussi, Xeno, il va revenir en force avec la promo là qui arrive. Ouais. Faire des Black Smoke qui vont faire warper l'adversaire, ça va être marrant. Tu le poses T4, c'est ça, avec l'extra? Si je dis pas de bêtises? Bon, souvent tu le poses quand il lui reste 6 cartes dans le deck, quoi. Enfin, je sais plus, je crois que ça warp 5 ou 7, je sais plus. J'ai pas fait mes c'est 7 du deck. C'est 7 draw 2 ou 5 draw 2? Parce que toi tu draw 2, ça c'est sûr. Je sais plus du tout. Je crois que c'est 5 draw 2. Hein. Ouais, 5 draw 2, ouais. Bah, du coup, quand l'adversaire a 6 cartes dans le deck ou qu'il en a 7 parce qu'après tu fais une extra, tu fais meuler 2, bah t'as gagné, quoi. Ça va faire des gros baillots de Black Smoke. Je suis sûr qu'elle a déjà pris au moins 10-15 balles minimum. C'est possible. Plus la carte est stylée, hein. Un gros. La carte était pas mal, ouais. Non, ils l'ont censuré dans la version, sur la carte. Oui, c'est Shenron. C'est un jeu Shenron noir à la base. Ouais, c'est juste Shenron noir. C'est pas, il y a pas de substance illicite. C'est ça. Après, ça reste comme une fiction, on sait pas ce qu'il fait. Ouais. Non, mais ils fument pas tout court, ils lui ont retiré le cigare, en fait. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Bon, Mehdi, le medical de mettre Vegeta SS4 en rogue et Gotenks jaune en 2. T'en penses quoi Moi, ça me va, Vegeta SS4. Oui, toi, ça te convient, oui, mais c'est pas la réalité. Alors, j'ai peut-être mal vu, mais je crois que j'ai vu Vegeta SS4 faire des tops, alors que Gotenks jaune, j'ai cherché partout. J'ai même cherché en Océanie et tout. Hein. J'ai tapé Gotenks jaune, Metatracer, j'ai rien trouvé, quoi. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que dès que le joue pas qu'il est forcément pas tier 2, en fait. Non, mais il faut relativiser et regarder par rapport au résultat, là, Mehdi. Le deck a du pot. Il n'y a pas de souci, c'est très bien que le deck il est pas joué, mais c'est pas pour autant que, parce qu'il est pas joué, du coup, il est forcément dans les normes, tu vois. Non, mais là, on l'a mis en parallèle avec SS4. C'est ce que fait Ismaël, donc Tu vois, après SS4, moi, personnellement, le deck, je l'aime pas du tout, je le trouve pas mais fort. On sait. Ah bon? On a compris. C'est là-dessus qu'on va te chercher, en fait. Je le trouve absolument pas fort, donc moi, c'est comme ça, genre, le deck, il est trop facilement contrôlable, tu vois. Après, aux US, ils préfèrent jouer Vegeta SS7, mais c'est leur choix. Hein. Même avec Interceptor et l'Extra Virus, tu penses pas qu'il y a des choses à faire? Non. Et franchement, l'Extra Virus, c'est fort dedans. Ah, Virus, c'est broken, en vrai. Ouais, je trouve que le deck fait pas de virus où tu peux ramper avec ton leader, c'est pas mal, tu vois, tu tapes à 25K, tu gères une ressource en face, tu rampes un, c'est ouais, ok, ça l'aide, je suis d'accord, mais moi je trouve pas la mécanique du deck folle, on push, il y a pas beaucoup de cartes en main, c'est pas terrible en fait, tu vois. Après oui, c'est fort, mais moi je trouve pas ça, après voilà, on peut le mettre en 1.5, oui, mais la réalité dit qu'aujourd'hui tu le mets en 1.5, tu vois. Et après, en vrai... Encore, ça me fait chier de le mettre à côté de SS, quoi, franchement. Après, en vrai, Turning
in the Tide, des fois, c'est fort comme gameplay, hein. T'as pas besoin de réfléchir. Ouais, c'est ça le problème. Après, c'est pour ça que tout le monde met C'est un peu Jiren. le Xenocell du bleu, tu vois. C'est pour ça que tout le monde met Jiren en side, hein, c'est tout. Bah, aux Parce que États-Unis, ouais, Vegeta, beaucoup, parce qu'il y a du SS4. sauf que Vegeta, il a pas de counter à Jiren, quoi, c'est chiant. Ouais, mais pour l'instant, pourtant, il passe pas mal. Même les Kayla 5, elles font pas du bien. Kyle, ouais, c'est pas mal, mais bon, Kyle est sorti, ça fait un moment. La V-Card, des fois, il regagne de la popularité d'un coup parce que la bêta s'est ralentie. Hein. Ouais, bien sûr. Après, Donc, bon. King Cole, toujours rien à dire. Hein. Et toujours, Juste, il a été moins joué parce que les joueurs de King Cole ont fait une pause de King Cole, je pense. Ils commencent à saturer. Je pense aussi. Bah, vu que c'est un peu le seul deck vert potentiellement jouable de la méta, avec Gotenks dans une moindre mesure, oui, les gens, à mon avis, ils ont dit, vas-y, passe à autre chose. Mais il y a moyen qu'ils reviennent, non? Il y a peut-être des choses à faire. Du temps, hein. Ouais, il peut peut-être s'être relancé dans le... De toute façon, tant que, en plus, le jaune est fort, King Cole, c'est fort, parce que quand il prend un mecha Freezer, il incline juste ses terrains, donc il s'en fout. Mais ça reste... Tant que le jaune est fort, King Cole, c'est fort. Ça, c'est une certitude. Jaune et noir, du coup. Jaune et noir, toujours. Pas d'autre chose à ajouter sur cette méta. Peut-être la surprise Crimson Warrior. Au final, c'est un deck qui a un peu fait des résultats de ci, de là, mais aucune liste ne se ressemble. Hein. C'est vraiment un deck, c'est Subway, quoi. Tu mets l'élément que tu veux dans le deck. C'est Subway. T'as mis un BMT, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas... Ouais, je suis un peu déçu que Grand Prêtre n'ait pas pris de top, là, récemment. C'est dommage. Ouais, il était pas loin. Ouais, c'était proche. Ça a dû jouer sur un top 32 entier près. Sur 32 joueurs au total dans le pool. Non, bah non, pas grand-chose. Hein, Après, Crimson est un deck sympa. Il sera toujours... ce sera un deck dormant, quoi. Tout le monde peut sortir une decklist qui va top un jour ou l'autre. Oui, le mec en a marre de jouer SS, il sort Crimson, il dit vas-y, je vais tenter des choses un peu différentes, et puis voilà, tu vois. C'est dans le même esprit. Hein, un éveil draw 4 d'étape 2, voire 3, c'est toujours fort. C'est pas mal. C'est toujours fort. Et ok. Bon, Vegex, on en a pas parlé, mais peut-être la déception du 1.5, c'est... Ouais, Vegex, on n'a pas vu. Non. Golden, bon, on va toujours très disparu. peu, mais ça reste ok. Vegex déçu, quoi. Vegex, un peu boudé, quoi. C'est fini. Ouais, Golden, Golden non plus, on l'a pas vu du tout. Vegex, il est pas joué parce qu'il commence à dater et que les gens sont tournés vers Gogeta Xeno et vers Trunks et Noir. Hein. Faut pas... Je pense que c'est même pas une question de force du deck ou quoi que ce soit, parce qu'il fait potentiellement la même chose que les deux decks qu'on a cités, avec une mécanique un peu différente, mais l'objectif est le même. La Trunks Noir, gros plébiscite. Hein. Tu dis Trunks Noir, gros plébiscite de la part des joueurs. Non, c'est un mauvais. En vrai, ça change, ça apporte un gros plus dans le noir qui se contentait simplement de faire une decklist histoire de sortir la promo le plus efficacement possible. Là, ça fait plus de choses. Ça se contente d'un peu plus que un mec comme Achiak qui lui se contente lui juste de poser sa promo, de bénéficier de son permanent et puis d'attendre que l'adversaire s'épuise et de sortir ensuite le Vegeta à 8, machin, etc. Globalement, sur les tiers, on reste là-dessus, on est d'accord qu'il n'y a pas de tiers 0,5 ou 0. Non. La méta est hyper ouverte, elle est hyper plaisante au final, je trouve. Tiers 1, faut juste rajouter Gogeta Xeno pour moi. Et AOD aussi, non? Bien sûr. Ah oui, famoso, quoi. Ah oui, dis, c'est ton amour pour AOD. Bah, AOD, c'est un deck sympa, mais ça s'arrête en fait. Ah, t'es content, t'as vendu des promos de Janemba, te plains pas. Tu m'étonnes. Après, en vrai, comme on en avait parlé, t'as un deck Trunks jaune qui est quand même un deck bien coté. Tu perds OD contre un OD, tu passes pas le meilleur moment de ta vie face à C13. Ça, c'est... Je suis d'accord. Ça, en fait, il a sa force, AOD, en vrai. En fait, façon, il a un match-up. Un seul match-up. Il a fallu faire une vidéo pour que Mehdi dise AOD a sa force. Non, tu me mets AOD et CS4, laisse-moi AOD, quoi. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais là, c'est... Ah ouais, clairement. D'accord. Clairement. Attends, tu viens de dire que SS4 c'était facilement contrable et après tu dis que tu prends AOD. Ah bah je préfère jouer AOD que SS4. Attends, j'adore AOD, mais AOD c'est hyper contrable. Et franchement, de toute façon, AOD, tu tombes face à Goku U7 ou Gogeta Xeno, tu remballes. C'est même pas l'embryon d'une chance.
C'est fou qu'AOD est sorti de la tombe comme ça d'un coup, genre, j'ai pas compris. C'est la promo qui lui a redonné un peu de push, parce que c'est un deck. La promo, elle date, hein, c'est pas cette extension. Elle date de l'extension d'avant. Mais c'est surtout que, AOD, en vrai, c'est un deck qui a été facilement accessible. Je pense qu'il y a tout le monde qui l'a. Il y en a qui ont peut-être kiffé le jeu en local, etc., qui ont vu qu'il y avait peut-être un peu de potentiel, et qui se sont dit, vas-y, why not? Tu vois, ça s'est vu notamment là où Innobox de Soko. Je crois que Nicolas Sevilla, c'est lui qui prend l'event, où il est pas loin, je crois. Il perd en finale contre KP. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas complètement déconnant. Après, c'est pas un deck, elle va pas s'éterniser à Ditam éternellement. C'est beau ce que je dis. Dans le format, hein. Je pense que c'est surtout un deck, il y a des gens qui le sortent à chaque tournoi. Et arrivé à un moment, tu peux avoir des tournois où t'as un pairing qui est pas trop déconnant pour ton deck. Genre, t'évites les Gogeta, Xeno et les U7. Tu gagnes, parce que le deck reste quand même très correct, hein, il est très correct. En plus, si tu touches ta pan en début de partie, quand t'as un deck qui a full board, c'est toujours bien. Et tu peux faire une percée comme ça. Après, franchement, pour un tournoi où je joue le résultat, je partirais pas sur AOD non plus. C'est pas vraiment le deck le plus stable de la Terre. Après, peut-être qu'ils ont tous voulu s'amuser, ils ont pris des decks plus ou moins. Par contre, tu t'amuses avec AOD. Hein. Ils ont entièrement raison. Sauf contre Gogeta, mais tu t'amuses avec AOD, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Après, il y a plein de decks dans cette méta où tu t'amuses. Hein. Crimson, tu t'amuses. Vegeto Starter, tu t'amuses. Bon, tout le monde n'est pas fan d'Android 16, mais moi, quand je joue Android 16, je m'amuse. Android 16, c'est vrai, il a été encore... Jiren rouge, c'est super marrant. C'est plus joué, mais c'est super marrant. Ouais, du coup, au final, le tier maker a beaucoup de leaders qui sont pas joués. En vrai. Le problème, là, c'est que ça s'est un peu resserré. En fait, il y a beaucoup de decks qui sont joués. C'est-à-dire, si on fait un floor, il y a beaucoup de decks à 7-8%, voire 10%. Mais du coup, c'est vraiment concentré, il y a 10 decks, quoi. Et plus rien d'autre. Alors qu'avant, t'avais genre 2 decks qui prenaient 15-20%. Et après, t'avais des one-off de decks en tout genre. Mais là, ça s'est resserré. Là, franchement, t'enlèves Gohan U7, Mecha, Vegex, et tu ajoutes KP, couleur meule et Android 16, t'as quasiment le floor de 99% des tournois, quoi. Avec un Gotenks vert et un ou deux Vegeta SS4 qui se baladent. Et des Janemba. Parce que maintenant, les gens aiment Janemba un peu. Ouais, tout le reste, ça disparaît. Hein. Mais vraiment, maintenant, les decks vraiment exotiques, ça a vraiment disparu. Il y en a plus. Si, il y a des Dark Broly, des fois, qui traînent. Ouais. Le rosé, là, ils l'ont tenté aux États-Unis. Ouais, par contre, c'était la première semaine. Ouais. Les decks sont pas encore fignolés, tout ça. C'est dommage parce que le thème il est super bien. Le thème il est bien, mais je pense que c'est un deck qui reviendra plus tard quand il y aura une méta un peu moins hostile à sa mécanique. Ça, c'est le genre de deck, il est fort, mais il se fait hard counter par plein de trucs, donc il reviendra plus tard. Après, c'est un engine tellement générique pour inclure éventuellement d'autres cartes jaunes, éventuellement d'autres cartes bleues par la suite. Là, c'est pas complètement déconnant. Et puis, ils ont tendance à faire, quand ils font du support pour Zamasu ou pour Rodé, ils ont tendance à faire en sorte que ça puisse s'inclure dans quasi tous les decks de ces leaders-là. Donc oui, à voir par la suite. Après, c'est un deck qui va dormir et t'es quand même dans une méta où t'as Goku U7 qui a un engine de base qui peut contrer énormément de decks et de battle avec Otsukai avec du magie de puissance. C'est un deck hyper castrateur pour plein de decks. T'as Trunks jaune qui a une mécanique pareil hyper castratrice pour plein de decks. Shenron, il y a le Sina 9 dans la méta, il y a le Gogeta rare dans la méta, donc dès que t'as barrière et que t'as 4 ou moins, t'es facile à péter. Franchement, là, on est dans une méta qui est très ouverte, très fun, mais ces 4 decks-là, Shenron, Gogeta, U7 et Trunk Zone, si t'as un deck qui prend les 4 en même temps, c'est remballe le chapiteau, quoi. Il y a pas, c'est on plie les gaules, quoi. C'est compliqué. Non, mais je pense que comme tu l'as mentionné, la méta, elle se ressort de plus en plus parce qu'en fait, on arrive dans un jeu où il y a un pool de cartes qui est de plus en plus conséquent et tu peux plus jouer un deck exotique, c'est plus possible. En fait, tu peux plus t'amuser comme potentiellement tu pouvais t'amuser il y a encore quelques extensions en disant vas-y, je prends mon deck un peu troll ou mon deck un peu rogue parce que j'ai tendance à gagner des locaux avec, parce que je le maîtrise bien, etc. Là, on arrive à un stade où il y a tellement de d'out, il y a tellement de counterplay, il y a tellement de machin que tu vas juste en fait t'entaller dans un mur ou te faire broyer et rien pouvoir causer. Et oui, je pense que quand tu fais un tournoi, t'as quand même envie de gagner un minimum.
même si tu prétends pas forcément aller faire un top 16 ou un top 32 ou que sais-je. Et là, il y a la meule aussi. Hein. Et il y a la meule, bien sûr. Donc, quand il y a une meule qui est présente, tous les decks qui n'ont pas des grosses forces de frappe pour clôturer les games, par essence, ils sont juste out de la méta parce que ils ont besoin ils ont besoin de profiter juste de leur CA sur le long terme. Et quand t'es face à la meule, tu dois finir la partie la plus vite possible. Donc, complètement. Non, mais pour moi, c'est ça. Hein. Puis comme je disais en préambule de vidéo, on est sur une mécanique de jeu maintenant qui s'est, on va dire entre guillemets, qui s'est cimentée. Hein. Avant, il fallait gérer l'ultra aggro, etc. Donc, on jouait pas du tout de la même manière. Et oui, la plupart des decks qui n'ont pas réussi à s'adapter en fait à cette méta qui est orientée purement mid-range, bah, tu peux juste plus les jouer, quoi. Et c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, on est sur un pool de decks. Alors certes, on est sur une méta diversifiée, mais en top, ça va être quoi? Ça va être 3-4 decks maximum qui vont aller prendre des places, tu vois. Toi, Mehdi, t'en penses quoi de l'environnement de la méta en ce moment? Ça va, hein, je le trouve pas toxique non plus, en vrai. Moi, j'ai pas parlé de toxique, j'ai juste expliqué pourquoi peut-être certains decks sont pas trop jouables à cause de ces peut-être 4 axes qui font les garde-fous de la méta, quoi. C'est sûr qu'il y a des mécaniques qui font que les decks rogue peuvent être joués, hein, un peu de Sukai ou des trucs comme ça, quoi. Mais malheureusement, ça fait partie du jeu aussi, quoi. Mais en vrai, moi je trouve qu'il y a suffisamment de decks pour pouvoir s'amuser, en fait. Hein. Non, je suis d'accord. Mais par exemple, tu vois, la présence de la meule, tu vois, une lunch, jamais tu vas la sortir en tournoi, quoi. C'est sûr. Après, la meule, elle est là sans être là, en vrai. En C'est gros, elle l'épouvantail. existe. Genre, en gros, on sait qu'elle est là, mais genre, je sais pas comment dire, elle a pas une place suffisamment importante pour se dire, je perds à la meule à 100%, quoi. Genre, je sais pas. Franchement, je fais 3 heures de route pour tomber sur les 2 Janemba ou 2 couleurs meule de mon tournoi. Je pète les plombs si je joue avec genre lunch. Hein. Vraiment, je pète les plombs. Aux US, j'ai remarqué qu'ils jouent pas trop de decks à 50, à mon avis. Ouais, les US, ils aiment pas trop les mathématiques. Ça a toujours été. En même temps, pour mettre des cartes x4 partout, faut dépasser 50. C'est x4. Comme ça, tu tombes à 56, 57 sur toutes tes listes. C'est ça, c'est x4 plus secret. Bon, pour sûr. clôturer ça, le tout petit dernier qui arrivait tout à la fin, le temps que tout le monde récupère ses promos, est-ce que Invoker est un deck qui vous fait peur pour la suite ou pas? C'est le gros drama aujourd'hui aux US, on fait dans l'actualité. Moi, il m'effraie pas, en perso. Enfin, je vois pas ce qu'il va faire de plus que ce qu'il faisait avant. Alors certes, t'es plus autant dépendant de ta promo Vegeta, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose, parce que comme tu le disais, avec un Gogeta Xeno omniprésent, le mec te sort sa rare, tu peux pas la gérer, vas-y, on a perdu la partie. Mais je sais pas pourquoi les gens s'enflamment sur ce deck. Je pense qu'il est pas mauvais. Hein. Là, le contre, je negate, j'envoie une battle, je draw 2 pour 1, c'est monstrueux. Mais je sais pas, c'est pas juste une promo qui va révolutionner la mécanique du deck, tu vois. Pour moi, il a toujours autant de difficultés à tuer, hein, avec 4 blocs qui est limite 1. Bah, en fait, le C17, si tu veux, genre, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de passer par ton Vegeta, nanana, en fait, donc du coup, vu que tu défausses avec leader et tout, enfin, ça devient un aspect naturel du deck, c'est pas forcé. C'est sûr, c'est sûr. Je trouve que le deck a plus de facilité à faire ces trucs. Avant, il avait un talon d'Achille sur le terrain, maintenant, il fait ce qu'il veut, en fait. Et en plus, le contre-papy, quand tu peux le faire entre 4 et 6 fois avec les effets leader, si tu le récupères en warp, franchement, faire 4 blows 2 dégâts T5 et 4 blows 2 dégâts T6, c'est pas la mer à boire, hein, franchement. Bien sûr, bien sûr. Après, il faut voir, le truc, c'est qu'on l'a pas encore vu dans le paysage francophone, ce deck-là, donc je sais pas comment il s'inscrirait, tu vois, dans le... Là où il a vraiment brillé, c'était au moment où Dark Broly était tout puissant et les mecs ont rentré juste 4 rayons violents et gagné comme ça, tu vois. Là, est-ce que il va pouvoir faire quelque chose pour pouvoir s'inscrire dans la logique francophone de la méta? Je sais pas. Honnêtement, à part Gogeta et KP, je vois aucun deck qui peut aller le chercher sur sa wincon actuellement. Ah, Troll jaune, oui, je vois pas trop comment effectivement il peut s'en sortir parce que en vrai, il a pas de push. Goku 8-7, tu peux le faire aussi. Goku 8-7. Là, par contre, c'est peut-être intéressant effectivement de jouer sur Gogol, tu vois. D'aller faire ses 17 Freezer. Parce que Invocateur, il a 15 000 de puissance non éveillé. Hein. C'est vrai. Donc, par contre, tu sais, il fait peur à tous les decks qui sont à 10 000 en défense, hein, non éveillé, mais lui, franchement,
Le design de C17, je le trouve absolument incroyable, franchement, je le trouve trop bien. Mais ce qui me Bah, gêne, ça a c'est pallié, que ça a 4 pallié la existe encore, faiblesse quoi. de... Le fait que 4 existe encore, pour moi, c'est pas normal. Quitte tu as la mitraillette, ok, tu vois, ça reste, il a tenté un truc, en fait, dans son plan de route une faille. 4 blows, maintenant qu'il peut le faire en plus en ayant 0 board, il peut le faire en ayant 0 board maintenant avec le C17. Mhm. Donc avant, fallait soit qu'il ait pas de board, mais du coup, c'est-à-dire qu'il avait pas de truc avec invocateur sur le terrain, ou alors fallait qu'il ait la secret. Mhm. Là, franchement, le fait que tu fasses 4 blows si t'as un PV pour 1 tranquille, c'est pas ça totalement normal. Ouais, après, faut voir qu'il arrive à tomber facilement à 4 points de vie aussi. Enfin, en soi, t'as des decks qui vont pas forcément souffrir de ça, qui vont pouvoir s'éveiller, typiquement SS, Trunks Noir, qui vont pouvoir s'éveiller, même Trunks Jaune, hein, malgré le manque de push, s'éveille à 6 PEV, et derrière, je sais pas comment l'invoqueur te passe du dégât, hein. En vrai, la première battle qui va tomber, elle va arriver en inertie, on joue pas 50 par tour, enfin, il peut avoir un invocateur, hein. Ouais, pas changer grand chose, tu vois. Je sais pas. Je pense que Invocateur, là, ça a pris des tops parce que les mecs, que ce soit Sublet ou Legends, c'est les mecs qui le poncent depuis que le deck existe. Je suis pas persuadé qu'en France, on aura les mêmes résultats. Je peux me tromper, hein. Mais, je sais pas. Moi, je mets pas énormément d'espoir dans l'inscription de ce deck-là dans le paysage français. Bah, faut voir. En vrai, ça peut être pas mal. Oui, je reste sceptique, tu vois. Je me dis pourquoi pas, tu vois. Mais après, est-ce que c'est un deck contre lequel tu dois préparer ton side ou éventuellement t'as ton main pas sûr. Ouais. Pour moi, il devrait pas être là. 4 blows, c'est tout. En fait, parce que le fait de pas prendre tes PV, est-ce que tu peux te prendre une défaite sans interaction, ça t'enlève 3-4 cartes en main. Non, on le sait, hein, ce que ça donne, hein, les decks non interactifs. Hein, C'était comme, en fait, le 4 blows qui t'empêche de prendre tes PV pour jouer au jeu, sans compter tous les decks, par exemple, Android 16 qui profite énormément, c'est tous les decks qui commencent à jouer à 4 PV. Donc Android 16, il te regardait, il fait dès que tu passes à 3 PV, je peux te all-in Nisson. Donc comme ça, c'était réglé. Mais Invocateur, il va profiter de tous les decks qui ne peuvent pas jouer tant qu'ils sont pas à 4 PV. Hein. Ça, tu tombes contre ça, t'as gagné. Ça, oui, bien sûr. Le mec, il te fait un tour mitraillette, tu passes à 2 PV, il a 3 contre-papiers en main, il sait qu'il tient tout un tour, il attend le tour d'après, il te fait 4 balles, il gagne. Donc, c'est le problème. En fait, le fait que Cablo existe, tu peux pas passer en dessous de 4 PV, parce que 3, c'est risqué quand même. C'est un peu comme à l'époque de Mecha Freezer, où la simple présence de Yunnan Assemble dans la méta, tu perdais une énergie par tour. Parce que t'étais obligé d'être d'étape. T'avais pas le choix. Après, il faudra voir. Hein. C'est juste que de base, j'aime pas ce genre de victoire, donc peut-être que je suis vraiment orienté parce que j'aime pas trop le deck. Mais j'aime bien Invoker, tout le reste sauf Cablo. Mais ouais, tu parles d'un quasi entre guillemets auto-win sur effectivement, et je te donne raison, hein, sur des decks qui en effet ont besoin d'être à 4 points de vie pour faire des trucs. Regarde ce qu'il y a dans la tier list. Hein. Tous les leaders que tu vois là, que ce soit alors peut-être pas Sin, hein, mais que je te prends U7, que je te prends Trunks Vegeta, SS ou Trunks Noir, c'est des leaders qui s'éveillent à 6 points de vie, voire 5 à la rigueur. U7 s'il s'éveille à 6 points de vie, il a 8 cartes en main. Bah, je sais bien, mais sauf que si derrière ça te permet de te dire je peux potentiellement ne pas mourir face à 4 blows, bah tant pis, tu fais un peu durer la game. Et dis-toi qu'en plus, techniquement, Invocateur ne va même pas t'attaquer, en fait. Donc, en gros, tu feras pas de CA sur tes points de vie, sur les attaques du leader en face, même sur des attaques de battle. Donc, ça va pas changer grand-chose, en fait. Typiquement, t'as 6 ou 7 points de vie, t'as 7 cartes en main. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste te poser secret, regarder ta main, défoncer le seul code que t'as en main parce que t'as cette carte en main et gagner la Victory Strike. Pas faux. Pas faux. C'est son trio de Wincon qui est hyper complémentaire qui est la vente. Sa Wincon sur secret, ça me gêne pas, c'est une secret. Mais le fait d'avoir, soit tu prends des dégâts, ah oui mais je vais prendre 4 blows, ah oui mais je vais prendre une mitraillette, ah mais si je tape pas et que je protège mes PV, bah je vais pas avoir de carte en main, je vais avoir qu'un contre et il va juste me faire secret et gagner. C'est trop de trucs où en fait, dans les 3 options, Invocateur, il est pas proactif. Il va s'adapter à comment tu galères dans la game. Il va ne pas jouer parce qu'en fait, c'était comme SS sous Foudis. En fait, c'est toi qui as l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, tu dois gagner le plus vite possible. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ça crée une pression.
Sachant que normalement, bon, on va voir dans la banlist prédiction qu'on va faire maintenant, peut-être qu'ils vont toucher un peu à l'aggro, parce que bah c'est ce qu'ils veulent supprimer de la méta, et aussi ça crée un renouvellement, parce qu'au final, quand on regarde les decks aggro là qu'il y a de présent, c'est principalement des decks qui ont survécu à des banlists. Donc si l'aggro part et que là il laisse encore un Invoker ou un T6 dans un Invoker, c'est que dalle maintenant. Si pendant 3 tours tu tapes pas un Invoker, un T6 il est tranquille, on est pas dans le nez. Faudra voir. T'en penses quoi toi, Mehdi? Ouais. C'est avec 4 boss, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais après, je sais pas ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est compliqué. La bannie, c'est quand? C'est peut-être la semaine prochaine? Peut-être un peu plus, 2 semaines? Ouais, 2 semaines, je pense. Oui, parce qu'ils comptent pas les retards dans les banlists. Maxi. Et au final, le secret, il reste, je crois, quelques promos, le bleu a terminé, et pour ça, je pense qu'il leur faut une petite quinzaine. Vu comment ils nous pondent les infos au compte-gouttes en ce moment, il va falloir être un peu patient. Et encore. Après, il y aura peut-être une info fine, mais du coup, c'est dans 2 semaines, je sais pas. Ouais. Ou 3 semaines. De toute façon, normalement, les AP, c'est prévu pour dernier week-end de mai, donc ça va. Bah, c'était pas oui, donc ça annoncera avant. Souvent, t'as la bannis une semaine avant l'AP. En soi, il y a que la France qui est concernée par les retards. Donc normalement, s'il n'y a pas de retard aux États-Unis, on devrait avoir la bannis assez rapidement. Enfin, la France de connu, parce que faut rappeler quand même que les Latino-Américains, ils attendent encore la BT15. Faut quand même le dire. Bon, on passe sur la bannis prédiction. Ouais, juste à la fin, là, en fait. Sur la bannis prédiction, on commence par pas les trucs les plus évidents, mais peut-être les 2 calls qu'on se dit, les 2 cartes peut-être qui sont à discuter pour des raisons totalement différentes. Quelqu'un veut s'exprimer peut-être sur tiens, Mehdi, le Trunks noir, et qui joue Trunks noir en ce moment. En fait, Trunks noir, en soi, la carte ne pose absolument pas de problème. C'est pas du tout, elle est bien designée. C'est juste dans Gogeta Zeno que pose problème, en fait. Non, on est d'accord, on met tout de suite le contexte. On veut pas la bannir, on veut pas la limiter, on veut juste une petite ligne, quelques mots en plus pour ajouter 3 énergies, c'est tout. Juste pour que ou le même permanent que le Gogeta SR, que j'ai eu du mal à assimiler au début, faut que l'adversaire ait 2 énergies. Juste que le gars regarde pas sa seule énergie, qu'il se prenne un tour, il se prend 20 000 répliques, le promo, plus un espace-temps aussi. C'est tout. Parce que c'est dur, quoi. Toi, tu l'as pris, Mehdi, hein. Oui, bah, je l'ai pris à Perpignan, un Gogeta Zeno, un T2 il avait promo T1, et T2, il m'a fait Trunks, Into Bardock et SS4. J'ai regardé mes PV, j'ai fait, oula. Il y en a plus beaucoup là-dedans, dis donc. Ça va, putain. Je regardais ma main, je suis non, mais je peux ajuster ma main pour défendre, c'est mort et tout. Le mec, t'as une énergie. Tu vois, ton énergie, tu fais, je vais pas faire un super combo virus quand même, j'ai qu'un truc à jouer. Ça vaut pas le coup. Non, c'est bon, écoutez. C'est bien qu'on pourra, on va tempo. Ça tape, hein. En vrai, il y a des games, elles se gagnent juste parce que tu fais Gogeta promo, Trunks SR T2. Le gars commence son T2, il a pas géré ton board, il a perdu. Tu peux pas gérer de toute façon un board, c'est impossible. Un board comme celui-ci à ton T2, il y a aucun deck. Comment ça, T2, tu peux pas gérer un 25 000 et un 20 000, comment ça? Dis donc. Il t'a permis de poser un espace-temps en plus, en fait. Bah oui. Espace-temps qui fait pas de perte de CA ou un réplique, quoi. C'est ouais, bien sûr. Bon, pour des raisons totalement différentes, c'est un peu l'opposé, hein. Là, il y en a un qui est ultra aggro quand t'as une énergie, et un autre qui aurait peut-être dû être touché avant cette méta, parce qu'ils sont vraiment ralentis. Là, je pense qu'on a vu les reveals, hein. Il y a rien d'aggro. On est toujours sur du mid-range, toujours sur du contrôle, toujours sur du Nissan Warrior Only, donc qui va arriver, donc peut-être que il fait partie des cartes qui ne sont pas Unison Warrior de base, donc peut-être que ce sera pas touché, il faut aussi le contextualiser. Peut-être que eux, leur banni, ce sera juste de dire, bon, on fait Unison Warrior Only, donc peut-être on tombera d'accord que la plupart des cartes qui peuvent être potentiellement problématiques viennent d'avant. Peut-être que vous faites juste passer en format. Oui, peut-être que juste le format Unison Warrior Only suffira à réguler, à Poutine près. Voilà, Poutine près. Souvent tout se passe bien à Poutine près. Hein. Mais Turning the Tide, vous pensez qu'elle a encore sa place ici ou qu'elle devrait dégager parce que c'est chiant? Non, ça fait partie des boss monsters non interactifs qui devraient dégager et qui auraient dû déjà dégager. Ils ont coupé la tête de Foudis, qui était en plus potentiellement joué dans la même couleur. Voilà, aujourd'hui, on a des decks effectivement qui peuvent se permettre d'arriver T7 sans aucun souci.
ont des outils en plus, notamment l'extra-virus, l'intercepteur, qui leur permettent de tempo encore plus dans la game, qu'on génère un CA monstrueux et qui peuvent installer un minimum de board et derrière tout tuer juste parce que pour cette énergie, ils ont vidé la main adverse. La leur aussi, mais c'est pas très grave. On a un board, tu tues, quoi. Mais dis, toi qui es apôtre du bleu, t'en penses quoi? Android 17, en vrai, je sais pas comment dire, c'est la carte qui, ah ouais, c'est sûr qu'elle peut faire gagner des games sans rien faire. Après, du coup, ça oblige un peu à avoir une carte de side obligatoire, c'est ce fameux C'est ça libère un slot de side aussi. Après, la carte, elle est, je sais pas comment te dire, elle gêne pas plus que ça, mais il y a des decks où, en vrai, l'argument, je suis d'accord avec toi, mais l'argument juste de dire que la présence de Jirena 2 régule la carte, il est un peu béton, mais en même temps, ça te fume un slot de side pour rien, tu vois. C'est ça. Pour une carte vraiment chiante. Après, je m'en voudrais de voir Vegeta SS4 se prendre un air, surtout pour Mehdi, quoi. Vraiment, ce serait triste. Mais ouais. Après, Vegeta SS4, de toute façon, s'il la joue, il peut pas contre une Jirenne, donc s'il pose dessus contre la Jirenne, oui. Vegeta SS4 il remballe, hein. Après, Turning, en vrai, je suis mitigé, parce que ça reste quand même en vrai, ça reste un T7. C'est ça, en fait. Ça reste un T7. C'est tard, hein. Après, bon, tu pars du principe que avec rampe, ça va aller plus vite aussi, hein. Ouais, mais là, en vrai, la rampe qui vient de sortir, c'est pareil, en fait. Il y avait la rampe bleu-vert qui empêchait de jouer en 30 000, donc c'était réglé. Là, il y a une rampe qui empêchera de jouer, enfin, ça empêchera pas de jouer des androïdes, d'ailleurs. Mais c'est une rampe qui ne fait pas avancer en termes de rampe. C'est juste, tu remplaces des cartes. Non. C'est juste du switch d'énergie, quoi. Ça, c'est du follow-up mais vraiment c'est compliqué, en vrai, c'est un truc épineux, le Turning, c'est pour ça qu'on en a parlé et là, c'est les deux cartes, c'est juste des suggestions. C'est des cartes qui portent au débat, parce que Turning, en vrai, je trouve, autant Foodie, je trouvais que les gens étaient un peu de mauvaise foi quand ils disaient tu peux facilement gérer, c'est un drop 6, machin, il a pas des flecs. Alors que bon, moi, pour avoir fait un tournoi avec bleu-rouge, déjà, les gens arrivent pas à gérer Topo, donc on va gérer Foodie. Voilà. Turning, il a vraiment des gros arguments dans le sens, ouais, mec, si en bout de 7 tours, t'arrives pas à toucher ton Mechikabura pour gagner un tour ou ton Jirena 2, ça se tient, hein. Franchement. C'est compliqué. Mais c'est... faudrait voir si les gens en commentaire ils donneraient leur avis sur Turning. Parce que lui, vraiment, c'est épineux. En fait, typiquement, je pense la carte, le clivage, est-ce que tu le prends souvent ou tu l'as jamais pris? Ouais, le gars qui l'a jamais pris, il va toujours dire, oh, je m'en fous. Et il y a des gars, ils sortent ça à toutes les games. Hein. Ils gagnent pas mal. Hein. Franchement, pour moi, si t'as un deck qui arrive à cette énergie, on va dire 8 games sur 10, et que 50% du temps, quand tu poses Turning, t'as gagné, avoir un win rate de 40% pour un play de feignant comme ça, je trouve ça déjà énorme. Après, par du principe que les decks bleus jouent à Chag, donc du coup, il leur faut 6 tours. Ouais, et encore, c'est 7 énergies. C'est pas forcément 6 tours, hein, suivant le deck. C'est pas forcément 6 tours. Et sachant que, en plus, maintenant, ce qui est intéressant dans ce deck-là, si on peut ajouter des trucs, c'est vraiment la Kale à 5 qui est jouée maintenant, c'est qu'en fait, maintenant, t'as un peu une double menace. C'est-à-dire que t'as des situations où il y a des gens, ils vont poser un board. Par exemple, moi, une fois, j'ai fait une game sur un tap, je raconte ma vie un peu. J'ai posé plein de bloqueurs, je me suis dit, vas-y, je vais prendre Turning. Au final, il m'a juste fait Kale à 5, j'avais 5 cartes en main, et du coup, j'ai perdu. Il m'a fait 2 Kale à 5. Non, il m'a battu sur les Kale, mais juste, j'étais là, je fais, en fait, là, si je prends Turning, j'ai perdu. Donc, je vais pas garder mes 10 cartes en main, je vais juste poser des bloqueurs. Et pousser un peu, et au final, j'ai perdu ce que j'avais Kale à 5. Mais, en fait, t'es face à un deck qui joue Turning, t'as un mauvais démarrage de partie, il suffit que, par exemple, typiquement, que Vegeta SS4, il rentre 2, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça reste, on est très loin de la carte Unfair qui doit c'est pas, par exemple, dans les cartes mythiques de ces couleurs, c'est pas Gogeta 7. Non. On est très loin. Non, disons que ça mérite réflexion, après, je sais pas trop. C'est des versions régulées du Gogeta 7. Je suis d'accord. Bon, puisqu'on était dans les errata avec le Trunks à 5, on va faire une petite proposition très à nous, hein, parce que Capé il va prendre. Hein. Capé il est là depuis longtemps. Au bout d'un moment, il faut renouveler le jeu. Marre des decks pas chers. Franchement, là il y a des gens, ils ont leur deck depuis la BT12, ils ont jamais rien acheté, ils gagnent des cailles à 1000 €. Hein, faut arrêter. Faut arrêter. Maintenant, monsieur, faut payer. Faut passer à la caisse Bandai. À qui il va falloir payer au bout d'un moment? À qui il va falloir payer?
Ça va bien d'être jaloux comme ça. Je suis pas jaloux. Mais en vrai, même, j'ai vu ses streams, même ses extra robes des dieux, il les a pris en rare. Faut payer, monsieur Hakim, maintenant. Faut payer. Bandai, ils ont besoin d'argent, il y a plus de papier. Rack. Il a le mérite de dire qu'il y a des cartes à 2 centimes. Ah, je pense que c'est le joueur le plus rentable du jeu depuis plusieurs mois. Franchement, j'ai jamais vu ça. Et là, le gars va te dire qu'il s'est fait prêter le deck, tu sais, genre, il l'a même pas acheté. Non, je vais même acheter ça. Non, c'est sûr. Non, mais en ce moment, ça va. Ouais. Ah non, mais la rentabilité au max, quoi. On est pas mal. Bien, bravo à lui, hein, franchement, là, c'est vraiment... C'est le gars qui arrive au poker avec 20 €, il repart avec 1000 balles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le talent pur. Bon. Pour ces deux cartes-là, bon, on est tous d'accord pour dire que caper sa part, parce qu'au final, en fait, c'est pas ces cartes-là qui posent problème, c'est juste qu'on essaye de trouver un moyen de toucher le deck. Tu pourras continuer à le jouer, mais faudra payer ça avec, ouais, on fait avec une énergie, ou alors on fait le tuage de deck thématique, on les met les 3 limités à 1, comme ça. Non, c'est débile. Non, laisse les gens les payer, mais tout naturellement, ça va juste disparaître. J'adore. Mais il y a un, c'est bon. Bah, pour moi, les faire payer 1, c'est ok. Ça changerait énormément de choses, en vrai. Pour le coup, ça l'empêche d'être aussi défensif durant son tour, il a plus accès à ses comptes, après, il peut toujours aller tout droit, tu vois, mais ça deviendra Dark Broly, tu vois. Comme ça joue des 2 tours, en fait, c'est typiquement comme King Vegeta. Faire payer une énergie, c'est pas faire payer une énergie, c'est faire payer 2 énergies sur un tour entier avec ton adversaire. Quand tu joues des trucs. Parce que t'en joues un pendant ton tour, un pendant ton tour adversaire. Déjà, tu limites la plus-value de 2 énergies par tour. C'est pas dit que ça va se faire, hein. S'il faut, ils vont laisser caper. Non, mais c'est encore de la proposition, mais je pense que caper, il est dans les radars. Parce que là, Bandai, ils veulent de l'argent, je pense. Voilà. Au bout d'un moment, ils vont rien vendre jusqu'à la rentrée. Et la rentrée, par exemple, il va falloir craquer le PL, parce qu'il y a 4 starters, extension, anniversary box, total. À mon avis, ils veulent vendre leur coucou GT, alors peut-être que... Ouais, c'est ce que je me dis, là, pour le moment, dans le rouge, il n'y a rien qui le remplace véritablement, donc Attends, les gars, ils sortent le meilleur deck possible en termes d'expérience de jeu. Ils sortent du U7. Ils sortent une god rare, et il y a des gens, ils ont dit non, je garde mon KP. Et j'achète 3 extra Royaume des Dieux en rare à 1 €. Et encore. Franchement, c'est dur en termes de... Je pense que là, ce sera vraiment le renouvellement. Le jeu vieillit et il faut changer de deck de temps en temps. Il partira, quoi. Ah, tu dis ça pour KP, mais regarde-moi pour SS, j'étais intercepteur extra virus, le deck. Ouais, mais SS, c'est pas une mécanique, c'est un leader, tu vois. Ça va pas en l'état. De toute façon, on sait très bien qu'il est intouchable. Oui, mais il faut quand même se remettre dans le contexte que le jeu, globalement, comment il est écouté, c'est les Américains. KP, ça top aux États-Unis. SS aux États-Unis, c'est une carte tu l'achètes version classeur et tu la mets dans ton miner. C'est tout. Ah, ça va être marrant, alors ça veut dire que si c'est États-Unis, Vegeta C4, il va prendre un truc. Surtout que là, KP, on en a parlé en préambule de la version Unison Warrior Only. Si tu ne touches pas en Unison Warrior Only, t'en es pas débarrassé et loin de là. Hein. Non, il existe toujours. Hein. Il est même renforcé. Il est renforcé. C'est comme, par exemple, Gogeta peut prendre un truc juste parce que, pour moi, il sera Unison Warrior Only, c'est un deck qui est déjà là depuis plusieurs méta, il va peut-être être touché juste parce que, faut changer, quoi. Oui. Parce que je pense que Bandai, là, voir des gens ressortir un Broly BR, ça les gêne pas. Mais voir des gens garder leur KP, garder leur Gogeta Xeno et ne rien acheter, je pense que ça va vite les saouler. Impossible. Autant sur la BT7, il mérite un peu plus de pas se faire acheter, autant sur la BT16, c'est peut-être la meilleure extension depuis la BT13. C'est une extension full staple. C'était dommage qu'il y ait des decks, genre que je trouvais ça dommage après chacun fait comme il veut. C'est toujours embêtant de remettre de l'argent, mais c'était dommage qu'il y a encore Shenron tout le temps. Il y a encore KP tout le temps. Il y a encore Tinkle tout le temps. Il y a encore Gogeta tout le temps. Ah, mais ça, je peux comprendre. C'est des gens qui sont en confort de maîtriser un deck qui joue depuis longtemps et sur des gros events, ils vont en effet préférer partir avec une liste qui maîtrise plutôt qu'avec de la nouveauté. Ils ont peut-être joué une dizaine de fois. Après, moi, je juge pas. Hein, si Vegex, il me l'est encore 5, je serais peut-être probablement encore avec Vegex. Hein. Mais dans le sens, des fois, il faut que le jeu fasse le deuil pour les joueurs qui jouent le deck en disant « Allez, c'est bon, on change. C'est bon, monsieur, rotation. » Ouais, du coup, il faut un peu forcer les choses. Après, là, on ne reste que 2 cartes qu'on a à proposer. Enfin, c'est quand même, quand on a à proposer ce genre de hit-là, on peut dire quand même qu'on est dans un format très sain. Je pense qu'on peut se le dire. Oui,
capé extrêmement fort, mais même s'il n'est pas forcément à disparaître, ça, il y a pas de tier 0,5 ou tier 0, tu vois. Il y a une banlist, il y a des gens, ils étaient là, genre, si Seltzer, j'y l'ai pas touché, j'arrête le jeu. Ça se comprend. On est très loin de ce mode d'énervement-là où quand Bien les sûr. gens, ils étaient si Boujak et J, des Zamasu CP, ils prennent rien, c'est fini, j'arrête le jeu. Ah, on en est loin. En termes de jeu sain, on en est loin quand même. Bon, les deux derniers, hein, parce qu'il faut toujours défoncer le jaune à chaque extension. Ouais, toujours. Toujours. Non, Bien sûr. Les gens, ils jouent une couleur autopilote depuis un an, faut arrêter. Voilà, il faut sévir. On va commencer par Poutine. Même qui est passé sur la tête. Ouah, écoute, C'est la vie, quoi. Je pense que c'est plus dur de passer sur SS que de rester dans le jeu. C'est mon avis. Ouais. Bah, couleur contre contre, moi je suis pas d'accord. C'est 3 énergies, hein. Donc, je vais pas parler des bannières, mais le limiter à 1. Je pense que l'idée c'est ouais, ça c'est chiant. Ça veut dire que le contrôle bleu, c'est compliqué, hein, tu vois. Tu renforces le bleu en fait en faisant ça. Autant la Poutine, il n'y a pas de débat. C'est la petite oubliée de la banlist précédente. Ça tuera pas le truc jaune, ça va juste le rendre un peu moins débile et un peu moins je m'assieds dans le fond du siège, j'attends que ça se passe, tu vois. Mais couleurs, si son effet c'était dans tous les decks jaunes sauf trunk jaune, vous pouvez la jouer, je vous en parlerai pas, je pense. C'était comme si c'était dans tous les decks sauf Icarius et trunk jaune, je pense que Poutine on en parlerait jamais. Tous les decks forts, en fait. Si votre deck jaune est un deck rincé, vous avez le droit de la jouer, en gros, c'est ça, tu vois. Bah, même pas rincé, hein. C'est juste que, Icarius et trunk jaune, en ce moment. Si votre deck jaune est le groupe BT17, vous avez le droit de tout son petit que vous voulez, quoi. Ouais, ça, c'est tranquille, ça. Franchement, en ce moment, avec trunk jaune, Nacho, si je fais une petite formation canine de 2 semaines, il peut faire un top, hein. Oui, c'est sûr, Je lui dis, attends, tu prends tes papates, tu comptes jusqu'à 12 et t'attends tes 5. Allez, c'est cadeau. C'est le pro type. Je suis sûr que ton chien, il sait mieux compter que moi, pour le coup, tu vois. Que beaucoup de monde, hein, je pense. Il met pas. Quand j'oublie de lui mettre assez de croquettes, il sait me le rappeler. Bon, Mehdi, toi qui n'as pas de chien, t'en penses quoi du jeu? Moi qui ne joue pas jaune non plus. Si, il a joué jaune, il a joué 32. C'est vrai. Couleur, ça me fait pas de limite à 1 en vrai. Après, c'est parce que t'es un joueur de SS. Mais rien à voir, mais tu arrêtes, le mec avec train jaune, je bats comme Franchement, le gars qui te fait couleur contre T4, tu souffles. Après, il a un board, il te fait Xenocell couleur contre contre. Là, franchement, tu le regardes et tu fais, bon, la game 2, quoi. J'ai rien contre toi, mais là, malgré toi, je te déteste. Franchement, t'es là, tu tournes autour pour pas prendre couleur sur Hachi, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Genre, en fait, s'il en a un dans sa game, il te le fait une fois. Oui, il y en a un, voilà, genre ça va. Mais deux, c'est que ça fait. C'est le fait qu'il te le fasse 2 tours, souvent les games, elles finissent entre 3 et 6. Le gars, il te le fait 2 tours entre 4 et 6, pardon. Il peut te le faire 2 tours en étant très impactant. C'est chiant. En plus, ça aide pour cette Zeno, donc ça fait. Non, mais c'est 3 énergies, c'est cher. Mais c'est rien, c'est 0, tu poses pour 0, on s'en fout tes 3 énergies. Oui, mais c'est quand même cher. Ok, le combo Xenocell couleur, il est débile. Je suis d'accord. Mais en soi, En fait, tu dis 3 énergies, mais tes cartes dans train jaune, elles coûtent une énergie à poser, donc on s'en fout. Mais tu joues durant le tour adverse. Donc en fait, ça veut dire que si à ton T5 tu fais couleur, couleur, tu joues pendant ton tour. Oui, pardon, si tu fais couleur pendant ton tour et qu'après, c'est moi qui m'exprime mal. Et qu'après, effectivement, t'arrives pas forcément à toucher, à tuer, il faut que tu gardes de open, tu vois. Franchement, le gars, il était 5. Tu tapes avec ton board, tu fais Valiant Trade en disant c'est bon, maintenant, s'il pose Xenocell, c'est gâché. Tu fais couleur contre contre, il est full tap, tu poses Xenocell, c'est dur. C'est dur. Oui, non, mais bien sûr. Après, je pense que c'est juste que couleur, il est fort que dans Trunk Jaune. Là, c'est, qu'on se mette d'accord. Non, il est fort dans Icarus aussi. Ouais, mais tu te le sortais qu'une fois. Là, franchement, Trunk Zone, il te le sort tout le temps. Mais c'est abusé. Parce qu'en fait, son board, il le paye pas, quasiment. Autant Icarus, le mec, il payait son board, quand même. Ouais. Ou son board, il te mettait le board de son tour de défense. Là, Trunk Jaune, il te pose un truc le gars, il draw 2, te pète une battle, tape 20 000 dans tes dents pour 1. Icarus, ça n'a pas de board, donc tu peux pas comparer. Là, il te met couleur une fois, tu vois, c'est un peu comme Bergamo de la belle époque, il te le fait une fois. Voilà, t'as pris ton couleur contre compte, déjà t'es pas bien. Parce que si le mec il te cale un bout couleur contre compte, t'es pas bien.
tu vas perdre toutes tes ressources que tu as à perdre à défendre le tour où il t'a mis un contre-coup qui te met dans le mal, t'en prends pas un deuxième derrière quand il est full board et qu'il peut te faire dénoncer. Parce que là, vraiment, c'est trop. Tu Non, je suis d'accord sur le côté Xenocel couleur, c'est fort. vois. Même T5, le gars, il a 2 PV, tu fais couleur contre compte sur la frappe leader, tu mets ta main, t'as gagné. Hein. Franchement, regarde, 3 énergies, c'est cher, oui, mais il faut voir le coût par battle joué en ce moment dans le jaune, c'est vraiment famélique, quoi. Oui, on est sur du 0 ou du 1, quoi. Après, Voire du 2 grand max. théorie qu'on peut encore remonter dedans, s'il part du principe que globalement cette extension sera sur une banlist Unison Warrior Only, bah là c'est pareil. T'attends juste, tu touches juste Poutine, t'attends juste une extension le temps que ça se tasse Trunk Zone, et que ça prenne un counter naturel, et du coup couleur n'est pas un problème, ce qui sera pas joué pendant une extension. Là, BT17, c'est sûr qu'effectivement, il n'y a pas de couleur naturelle. Après, je pense que le bleu, il préfère qu'il y ait 4 couleurs contre main deck et qu'on lui laisse Dimagic et Senzu plutôt que se taper une Sun Warrior. Parce que lui, là, vraiment. Oui, il est pas bien, il existe pas, pour le coup. Il est dans les limbes. La couleur dans les limbes. Il est parti dans les limbes. Ah ouais, là, il est parti avec grand prêtre. Là, le bleu, c'est terrible. En plus, c'est même pas comme si tu le downgrade de D-Magic à contrainte de Whis. Non, même pas. Non. Non, il est moyen. C'est là que tu passes de Final Hope. C'est dur. C'est compliqué pour le bleu. Franchement, couleur sinistrée. J'espère que le reste des frères Scarabée va être fort, parce que sinon c'est compliqué. Mais bon, après, ça va toujours manquer de staple. Donc, pour moi, le deck, ça peut potentiellement pas jouer en main Sun Warrior. À moins vraiment qu'ils sortent des comptes, mais là, je vois pas trop. Toi, Mehdi, t'es confiant si on passe en Minson Warrior Only sur le bleu? Non, pas du tout, mais bon. Bah là, je jaune ou quoi? Non, je jaune. Je jouerais peut-être capé, hein, si c'est pas touché, je jouerais capé. Peut-être pas mal, en vrai, mon projet Zeno, comme ça. Capé, on a parlé de truc jaune aussi. Capé, c'est pas cher. Hein. Ouais. Capé, c'est pas cher. Capé, ça fait le taf. Une petite ouverture sur la BT17 avant de quitter. Vous la sentez comment, l'extension? Tiède. Tiède? Il y a des trucs. Sur les mécaniques, d'un point de vue compétitif. Sur le compétitif, il n'y aura pas de changement, à mon avis. Il y a un petit renouveau du vert, pour une fois. Voilà, couleur, il y a des trucs à faire, je pense. Après, on est plus sur du 1.5 rogue. Du 2, ouais, voire rogue, à voir, pardon. Moi, je pense que c'est la banniche qui va donner le ton à la BT17. Nous, après la banniche, je pense qu'on fera une tier list. Mais là, sur la première impression, parce qu'on n'a pas encore testé les decks, juste dans le design des cartes, je trouve qu'on est toujours dans une bonne évolution du jeu. Même la BT15 qui était vraiment à chier. Il y avait des designs qui étaient intéressants. Là, les designs continuent à être là. Merci le film, même si je pense que je vais pas forcément les voir au cinéma, mais le film permet d'avoir un deck Piccolo, un deck Red Ribbon, c'est trop bien. En termes de représentation des persos, ça c'est cool. Non, les persos sont stylés là, sur cette extension. Et on est sur autre chose que beaucoup Vegeta, Broly et... Broly, ça fait quand même plusieurs fois qu'il est pas là, attention. Attention, le lobby va revenir. Hein. Broly vert bleu, tu vois. Il va revenir sur le drive dans pas longtemps. Ils ont bien fait un baby ultra défensif bleu. À partir de là, ils ont pas pu renier plus le personnage que ça. Complètement. Franchement, en termes de mécanique dans le jeu. Alors, autant en termes de lore, que Baby soit hyper défensif, dégueulasse, ça correspond. Mais depuis le début du jeu, il a toujours été ultra gros. Okay. Une chose, c'est la bagarre. Hein. C'est ça. Dans le noir, ils ont décidé d'enlever les Saiyans totalement. En fait, ils veulent plus de problème à la banlist pour le noir, donc du coup, ils font que des decks non Saiyans. Comme ça, ils sont tranquilles. C'est ça. On vous fait du Dark Empire, comme ça, c'est bien nul. Il y a bien pas trop de synergie, comme ça, hop, pas de problème à la banlist. Mais là, franchement, le noir, je l'ai relu il y a pas longtemps, j'ai rien compris. Hein. Ils ont pas fait de deck, ils ont fait un patchwork de cartes. Et ils ont dit, vous pouvez jouer où vous voulez, quand vous voulez, tu vois. Même si tu veux jouer dans One Piece TCG, t'as le droit. J'ai pas compris. Par contre, c'est waifu. Hein. Là, ils envoient de la poutine, de la towa dans tous les sens. C'est waifu. Ah ouais. C'est waifu fort, mais... C'est waifu. C'est incroyable. Non, couleur c'est bien, les scarabées ça a l'air pas mal en vrai, de ce qu'on en a vu, là on est en plein milieu de la ville, les deux decks bleus, de toute façon, même sans avoir tout vu, on sait que ce sera le meilleur. Après, il y a un truc à faire. Ça reste un d'état 3 quoi, le scarabée.
Ça reste un gros étape 3, c'est pas mal dans le jeu. Le jaune, c'est une catastrophe. C'est... Pourtant, Un petit peu, c'est sympa, mais ça n'a pas révolutionné ouais, le jeu. Goku Robespierre, ça avait l'air pas mal, tu vois, sur le papier, mais non, moi je touche pas à ce deck-là, c'est mort. Je veux pas me retrouver avec 8 briques dans la main et un deck où, genre le jaune, t'es censé jouer des extras, mais du coup tu peux pas les jouer parce que si tu joues des extras, t'as pas de combo power, donc tu peux pas jouer le boost up. En fait, c'est ça qu'on se la queue. En vrai, Goku, on cracherait pas dessus comme ça s'il avait exactement la même activation principale combat que couleur. Complètement. Là, t'es obligé de jouer une battle qui coûte 2. Ok, ça a barrière, mais ça fait ça qu'une fois par tour. C'est catastrophique. Sinon, il y a quoi? Le rouge, GT, c'est pas mal. Bah, après, c'est toi qui l'as testé, on en a quand même pas mal parlé en off, et c'est vrai que de ce que tu m'en as exposé, c'est sympa. Bah, c'est un deck qui meurt, qui a l'air de mourir sur KSR, malheureusement. C'est quand même une carte qui est un peu jouée dans les listes aujourd'hui. Puis de toute façon, il attend dans des tournois online, donc tout le monde finira par l'avoir. C'est un peu ça. En ce moment, j'ai envie de te dire, celui qui a pas sa caille, avec tous les tournois qui vont pop, là, normalement, au mois de juin, voire au mois de mai, même si on est déjà le 10 au moment où on tourne cette vidéo, il y a moyen d'aller gratter une caille, tu vois. L'autre rouge, c'est quoi, déjà? Oui, c'est les machines mutants, là. Général Guidou. Ouais, donc ça, voilà, hein. Bah, ça ressort le vieux baby à 6 bagarre, attention. T2. Ouais, mais non. Bah, autant que tu joues leader promo, ou même le leader jaune, là, c'est bien mieux. Et il y a un monde où le Mew, le deck est nul, hein, t'as 7 cartes en main, je tiens à le préciser quand même. Mais T2, t'as une énergie, te fait Unisson Goku Vegeta Junior, il te met à 4 PV, il te sort le gros gorille à 6. Franchement, c'est ok. Franchement, c'est nul, mais c'est ok. Genre, c'est vraiment la sortie que tu prends, tu fais son deck il est nul, mais c'est chiant. Tu joueras ça si t'as envie, hein. Ah, je sais pas. Je suis pas si téméraire que ça. Je l'essaierai une fois, je me dirai tiens c'est nul, et je le jouerai. Je suis pas si téméraire que ça. Après, il y a quoi d'autre? Donc, il y a GT, Général Rindo, en jaune, donc c'est Piccolo, beaucoup. En vert, c'est couleur, et l'autre, je crois que c'est Kata, donc on a un peu c'est Metal Couleur. Comment t'as pu oublier ça? Ça c'est troll. Voilà, pourquoi pas. Après, le noir, bon, on a, du coup, l'extra coûte 4 ou coûte 5? Laquelle extra? Toutes. Les deux, c'est 5. Donc. Ouais, mais ça. Faut payer l'extra plus le coût de l'activation principale. Ouais, donc 5. Ce qui rend le deck starter, enfin, expert cell. Ah, ça reste cher, mais franchement, qu'ils te sortent T4, qu'ils te mettent 3 cartes en main, c'était dur. Franchement. Ouais. Le sort T5, c'est plus du tout le même monde, pour le coup. Surtout si le mec prend la start. Encore, ce serait T5 pas full tap. Ouais, T5 full tap. T5 full tap, le mec, derrière, il sort sa secrète, il pousse avec son board, t'as perdu, quoi. Ou il te fait CP Trunks. Encore faut-il qu'il l'ait en main, tu vois. Il te fait CP Trunks, c'est le truc pas fort, parce que ça met pas sous le deck. Non, c'est pas fort. Non, c'est pas fort. Ouais, c'est vraiment, c'est perfectible. Le bleu, c'est perfectible. Et sinon, t'as dit, tu vas jouer quoi, Je vais jouer Gamma. Les Gamma, c'est voilà. Ça va être drôle, ça. Moi, je pense que je vais jouer King Kong, je vais le ressortir. Voilà, l'unisson Golden Freezer, il me hype. Ouais, couleur peut-être aussi, ça dépend si. Mais le truc, c'est qu'en ce moment, après c'est très personnel, mais je pense que ça va rejoindre beaucoup de monde. Il y a tellement peu d'events en ce moment que moi déjà de base, je suis un mec qui joue 5-6 decks en même temps. Hein. Là, il y a tellement peu d'events que j'ai à peine le temps de sortir mes decks, donc j'essaie de me limiter sur les investissements, ce qui est un peu dommage. Quand même. C'est ça, tout à fait. Je pense que pour beaucoup, le fait que Bandai ait un peu chié sur l'organisation des événements à travers le monde, il y en a plein sur la BT17 qui ne vont pas forcément avoir investi. Non, moi, par exemple, je suis pas fan du online, par exemple, du tout. Déjà, moi, je trouve que mettre un pricing de prestige sur online, je trouve ça dingue. C'est que mon avis. Mais le fait qu'ils n'arrivent pas à avoir régulièrement des online régiaux, enfin, c'est pas normal en vrai, parce que l'organisation des online, je pense que c'est très peu dit, mais on tient à rappeler que c'est un judge qui se tape tout le boulot pour un week-end. Il crée le Discord, il se débrouille. Voilà, les boutiques, ils ont leur part, hein, ils se tapent leur gars, prendre l'argent et prendre les noms, mais bon, eux, ils prennent de l'argent quand même sur le tournoi. Bon, le judge, il est payé en nature, c'est pas fou non plus, mais lui, par contre, il se tape vraiment les galères, quoi. Mais la théorie qu'on a, nous, sur les events, c'est qu'ils ont pas assez de papier pour faire des events.
C'est le seul truc qui tiendrait la route. C'est vraiment, ils ont pas assez de papier pour faire des lots de tournois, donc ils font pas de tournoi. On voit ça, hein. D'ailleurs, si effectivement, il y en a qui ont une petite idée sur le fait que Bandai ne communique pas et Bandai n'organise pas d'event, je vous invite à en parler en commentaire, mais pour nous, la théorie, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas de papier avec la pénurie de bois qu'on connaît aujourd'hui au niveau mondial pour pouvoir imprimer du pricing. Et les gens étant tellement habitués à Dragon Ball, à ce que, il y ait du gros pricing, que ce soit du playmat, que ce soit, des promos, des machins. On serait des joueurs de Yu-Gi, on s'en prendrait peut-être pas et on pense que on serait sur toujours des events, etc. Parce que, ça demande peu, en fait, Yu-Gi-Oh! en termes d'organisation. Yu-Gi sont habitués à la douille, hein. Mais après, ils ont un pool de joueurs qui peut vivre sans. En fait, Yu-Gi, c'est comme un peu les magasins qui ont pris le relais là sur le mois de mai, pendant les gros week-ends de mai, à faire des Winnerbox et tout. Yu-Gi, c'est quasiment que ça qui fait vivre le jeu parce que de toute façon, Konami sont un peu la ramasse. Nous, Bandai, on a une communauté qui est habituée. Je viens avec 30 euros de PAF, je repars avec 60 euros de carte. Tout le temps. Tout le temps. Je pars avec 60 euros de prix. S'il n'y a pas ça, je ne joue pas. C'est ça, les gens, non, les gens ne viendraient pas. Si demain Bandai décide de chiffrer et de dire, écoutez, les gars, on va revoir un peu, peut-être, effectivement, le prix, mais par contre, en termes de pricing, vous allez plus trop partir avec ce que vous aviez avant. Voilà, le nombre on l'a vu, le nombre de personnes sur les régions online, comme t'en parlais, qui sont contentées de faire 2 rondes pour repartir avec leur pricing parce qu'ils savaient qu'ils allaient, au minimum doubler la mise qu'ils faisaient. Il y en a même qui ont oublié le leader. Vraie histoire. Vraie histoire, j'ai oublié le leader, je drop, je prends les lots. C'est ça. Même ils ont des accidents de voiture la veille, tu vois. Mais du coup, non, je peux comprendre que Bandai, que les gens n'aiment pas nécessairement parce qu'on a été habitués à prendre un de pricing. Et pour nous, on voit que ça. Le fait qu'il n'y ait pas d'event aujourd'hui, c'est parce que Bandai n'est pas en capacité de pouvoir proposer la même quantité de pricing qu'ils ont toujours proposé depuis Dragon Ball Super X. Après là, on n'est pas là pour tailler leur gars et surtout le JO qui, je pense, subit la situation de manière assez incroyable, les pauvres. Mais même au niveau local, je pense qu'on l'a tous remarqué aussi chez nous. Tu fais une AP en retard, 2 AP en retard, 3 AP en retard. Les gens qui viennent de temps en temps, ils ont commencé à dire attends, moi j'en ai marre de bloquer mes week-ends, le peu de week-ends où je joue à DB, il n'y a pas de tournoi. Parce que les AP, c'est vraiment le truc, le gars il a lâché pendant 3 mois, il fait une AP, il reprend le jeu, parce qu'il fait un décalage d'AP et il revient. Là en ce moment, les AP, si tu es pas dans une grande boutique qui a une forte commune, un fort socle, là les joueurs qui étaient un peu en dilettante ou qui voulaient prendre le jeu, c'est compliqué. On espère, parce qu'il y a souvent des renouveaux sur les films, que le film DB va réapporter des gens. J'espère qu'il va réapporter des gens avant que les gens se lancent à One Piece TCG, parce qu'il y a une vraie claque, et on peut le voir aussi dans la communauté DB. Les gens commencent à se hyper sur One Piece TCG, ce qui est aussi beaucoup de gens sur One Piece. Mais je pense qu'il y a un fait que nous, notre jeu, en termes tout simplement de steak qu'on donne à la communauté pour qu'ils s'intéressent au jeu, il y a un problème. Comment t'expliques que Digimon, qui est un jeu très mal desservi en Europe, qui a une communication incroyable, et autant d'engouement, alors que ça reste une méta où, pour la plupart des gens qui jouent, ils disent que c'est quand même vachement RNG, quoi que ce soit, alors que franchement... oui, c'est pas un jeu compétitif. On joue à plusieurs TCG, DB, c'est vraiment le TCG en termes de mécanique. Bien sûr. C'est quand même dommage d'arriver à un stade où les gens... il y a beaucoup de gens qui sont blasés de DB, quoi, en ce moment. Vraiment. Mais je pense que il y a déjà qu'on a énormément perdu à cause du Covid, mais ça, c'est pas du fait ni Bandai, ni les JO, ni pour le coup, mais au lieu de repartir effectivement de plus belle et se dire vas-y, on va mettre les bouchées doubles et on va refonder une base solide en termes communautaires, j'ai l'impression que ils se reposent clairement sur leurs acquis et c'est ce qu'on a très souvent dit en off, ça c'est une mentalité qui est à mon avis très très japonaise, c'est de se dire on est détenteur d'une licence qui fonctionne du coup de à travers le monde. On nous a proposé un TCG avec des bonnes mécaniques et on va se contenter de ça. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et ça va leur causer des torts parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour moi, je pense qu'ils sont alors peut-être pas aux États-Unis, mais en France, ça se remarque. En Europe, peut-être plus généralement, j'en sais rien, mais en France, c'est clairement visible. C'est que les gens, effectivement, comme tu le dis, avec les retards, avec effectivement le fait que il n'y ait pas d'event, etc., ils se tournent de plus en plus vers soit d'autres TCG, soit ils arrêtent. Ça, c'est très dommage parce que ils tirent une énorme balle dans le pied
Alors qu'ils ont fait un jeu avec un énorme potentiel et où ils seraient capables de faire bien plus s'il y avait un minimum de communication, c'est ça. Et toi, Mehdi, parce qu'en plus, géographiquement, on est vraiment à l'opposé. Nous, on est en Normandie, on est à Caen, toi, t'es à Cannes. Déjà, toi, ton local à Cannes, il a pris une claque. J'ai vu dans le groupe FR qu'il y a des gens qui commençaient à dire que dans d'autres grandes villes du Sud, c'est des grandes villes, hein, c'est pas Caen, hein. C'est des villes comme Toulon, ça commence à avoir du mal. Je me demande s'il y a des gros locaux, par exemple, typiquement à Marseille. Il y a des gros... Marseille me semble pas que ça pas beaucoup de gens dans leur local non plus. Mais les locaux ont pris une claque et je pense que, en fait, c'est aussi un gros problème. Il y a une commune qui s'est créée, une minorité bruyante qui s'est créée. Et tous les joueurs qui sont des Stakhanovich des tournois, qui enchaînent les tops, ont commencé à se connaître, à se parler, à se resserrer. Dès qu'un tournoi partenaire fait un événement, il est complet. T'as un pôle de 50 joueurs qui se connaissent, qui s'apprécient, qui jouent ensemble, qui font la minorité bruyante. Ces gens-là ne veulent que des régions. Et je pense que le fondement du problème, c'est-à-dire que le ciment du jeu, c'est le local. Et là, ton local, tu payes 5 euros, t'as une carte à foil. C'est un problème. Le local, c'est devenu... en fait, les gens viennent mettre 5 euros pour voir leurs potes. En fait, tu payes le logiciel de pairing. Littéralement, tu payes le logiciel de pairing. Il y a un gros problème au local au niveau de l'intérêt qui est dans le jeu en termes local, et je trouve ça dommage. Bah, je sais pas, avant, les locales, c'était vraiment bien. Le meilleur local en ce moment, c'est le Nanakam, quoi. Si tu fais pas ça, si t'as pas le fun dans ton local, tu payes 5 euros, t'as une carte à feuille. Et tu joueras pas en plus. Et tu fais 3 rondes, parce que maintenant, pour faire un local à 16 personnes, faut y aller, hein. Donc c'est dur, quoi. Si j'arrive à atteindre 8, c'est pas mal, hein. Bah ouais. Mais... Attends, tu te rends compte, tu payes 5 euros, t'as une carte à feuille. On va dire que t'es 7. Donc c'est-à-dire que t'as un bail. C'est pas... Ça ressemble un petit peu à une vision d'horreur, hein. Nous, ça va, c'est une asso, donc on fait le tournoi et c'est un peu ouvert, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire des games entre nous pendant 3 heures, 4 heures, si on veut. Il n'y a pas que le tournoi. Mais pour ceux qui n'ont uniquement que des locaux, en ce moment, dans le jeu, faut s'accrocher, ou faut vraiment passer par du Discord de tournoi ou rencontre amicale cam. C'est compliqué, je trouve que... Après, on sait pas, on n'est pas à la place du JO ou quoi que ce soit, s'ils peuvent faire quelque chose à leur échelle pour booster le jeu. Non, je pense qu'ils ont pas, ils ont essayé, hein. Ils ont fait notamment des campagnes de com à travers, alors c'est pour moi pas forcément les bons endroits, à travers les Micromania, etc. Ils auraient peut-être plus dû se pencher sur les boutiques spécialisées ou éventuellement les associations comme la nôtre. Bah là, la fidélisation des boutiques spécialisées pour organiser des événements, ça aussi, ça a été meurtrier, hein. Il y a des événements qui peuvent tout simplement pas faire de gros tournois parce qu'ils n'ont pas eu assez d'AP début, quoi. Oui. C'était fermé pendant le Covid. Voilà. Oui, ce système-là, et encore, je crois qu'il y a eu une conservation effectivement des rangs de par Abyss qui a gelé à contrario de Magic, tout a été reset, etc. Mais oui, il y a plein de, je pense qu'il y a plein de boutiques spécialisées qui, au vu de la reconnaissance potentiellement peut-être du jeu organisé ou de Bandai plus généralement, parce qu'on n'est pas là pour taper sur qui que ce soit, parce qu'on sait pas d'où vraiment ça vient, tu vois. Mais on a très certainement, oui, à lâcher l'affaire et se sont dit vas-y on fait autre chose. Ça a été le cas de notre boutique spécialisée à nous, hein. Les gars ont littéralement lâché le truc parce qu'ils ont vu que c'était plus rentable, parce qu'ils ont vu qu'en termes de com, voilà, machin, ils ont vu qu'en termes d'organisation d'événements, s'ils n'étaient pas carrés H24, sachant que c'est pas leur secteur primaire d'activité, hein, la vente de cartes à collectionner, s'ils n'étaient pas carrés H24, ils ne pouvaient pas aller sur l'organisation de région. Donc je pense que pour certaines boutiques, oui, ça a dû les saouler, ils se sont dit vas-y, je préfère vendre du mug Harry Potter et des pluches Pikachu que de faire chier organiser des tournois où je suis pas forcément rentable primo. En plus, je suis censé être bulletin carré alors que c'est pas mon fonds de commerce. Bon, derrière, je regrette de rien, tu vois. C'est dommage. Le plus rentable, c'est de vendre de la pop en ce moment. Du mug Harry Potter, des sabres laser Dark Vador, oui, après, c'est bien, tu vois. Mais c'est dommage. Je pense qu'il y a un mélange de plein de choses, un mélange de post-Covid, un mélange de mentalité japonaise de la part de Bandai. Il y a peut-être un petit peu, je pense, de laisser aller de la part du JO, même si on voit un peu les efforts qu'ils font, c'est en maigre, hein. Faut oublier que ça reste une société, hein. Ça reste une compagnie qui fait de l'argent avec ce qu'on achète, et qu'on a quand même un minimum
de retour à avoir sur l'argent qu'on investit et qui tombe dans leur portefeuille, ce qui n'est pas encore pour moi le cas aujourd'hui. Il y a des efforts de fait, enfin, ça se pérennise sur le long terme. Pour moi, ça manque toujours de transparence, ça manque toujours de flou. Hein. Il y a juste à voir ce qui s'est passé, notamment avec les lots des festes. Hein. On est arrivé à des rumeurs de pertes des lots, je sais pas quoi, et que les mecs ont été obligés de communiquer, alors que dès le départ, s'ils avaient déclaré et qu'ils avaient expliqué les choses, on n'aurait pas eu une rumeur folle comme ça qui aurait circulé sur le groupe FR. Je sais pas. Je pense que c'est un mélange de plein de trucs. On a quand même de l'espoir hein, pour que le jeu effectivement reprenne un petit peu, mais ça passera pour moi effectivement par une refonte totale des locaux en termes de récompense, de revenir sur des choses un peu plus solides. Ça c'est indéniable. Ah mais complètement. L'époque où tu gagnais de la deckbox bordel. Ouais, ou même Mehdi qui parlait de la promo BCC, là tu devais aller faire ton event pour aller gagner ta promo qui était jouable, qui était méta. Là aujourd'hui, tu fais ton event, tu gagnes une promo de merde, et pas folle, alors qu'à l'époque t'en gagnais, ok, tu gagnais, parfois tu repartais avec rien, mais tu repartais avec 3-4 promos. À l'époque t'avais 4 fois une qui était dans ton sac. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu vois, t'avais un peu le côté poker. Là, t'as juste, le côté roulette, je dirais plutôt. Là, t'as une promo, tu sais qu'il y en a qu'une dans le lot que tu vas vouloir jouer. Tout le reste, ça dégage. Le problème, c'est qu'en plus, forcément, sur un panel restreint, les gens veulent toujours un peu le deck top méta. Donc, si jamais ton pote l'ouvre, il va pas vouloir te la passer parce que, forcément, lui, il la veut pour son deck. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est refondre les locaux. Va falloir effectivement pousser sur l'organisation des événements. On a parlé en off, Ismaël, on est au mois de mai, on est quand même, alors même si on se fait un peu fumer sur des jours fériés qui tombent les dimanches, on est quand même sur le mois de l'année où il y a le plus. C'est le sacro-saint. Il y a un mois à faire des régios dans une année, c'est le mois de mai. C'est le mois de mai. Là, c'est le mois de mai, parce que là, complètement, et puis t'arrives au mois de juin, c'est les beaux jours, c'est encore les gens partent en vacances scolaires. Ils ont des week-ends. Ah, juillet, tu vois. C'est encore faisable. Ça devient compliqué, deuxième quinzaine de juin, tu vois. Mais là, on est le 10. On a un TDA, data annoncée sur d'éventuels régios en France. On ne sait pas si c'est physique. Ça sera juillet. Mais là, en fait, le constat qu'on avait fait, c'est que là, admettons, t'es un joueur lambda. Tu fais pas trop des régios. Admettons, t'avais pas ta place au CDF. Tu t'es pris un peu tard pour les fesses, que nous, on a eu typiquement le cas chez nous, des gens qui, à une semaine des fesses, se sont dit, ah bah ouais, il y a un fest à 2 heures de route, bah vas-y, je vais le faire. Ah, c'est complet. Bah oui. Les fesses, vu les lots et tout, ça aurait vraiment été typiquement, je pense, problème de papier, là, s'ils avaient pu avoir assez de lots, vraiment, c'était le truc à ouvrir à tout le monde, parce que le gars, il ressort de son hibernation de septembre à mars, il revient, on lui file des staples tout le tour du vide. Il a des staples de partout. Il était refait. Le gars, il avait son training, il avait des staples de partout. Là, t'es pas qualifié au CDF. Déjà, CDF fermé, bon, on critique pas là-dessus, c'est le contexte. Hein. Mais t'es un joueur occasionnel, le CDF, si tu fais un tournoi dans l'année, tu fais le CDF. T'as pas le droit à ton CDF. Donc déjà, du coup, de novembre à février, comme tout le monde, tu joues pas au jeu, parce que de toute façon, il n'y a pas de jeu. Ils te sortent des reprints pour les bannir en Mission Warrior 3 mois après. Tu reviens en mars, t'apprends que le fest, il n'y a plus de place. Admettons, tu fais un fest où il y a de la place, c'est celui qui sort avant les cartes qui sont sorties en retard et les zappés en retard, donc tu joues un format que tu connais depuis 6 mois. Donc, déjà, encore, en fait, c'est un enchaînement, en fait, c'est de la faute d'un peu personne. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça crée de la frustration de partout. C'est là, tu fais, je vais retourner à mon local. Il y a ton local, il y a des endroits où ils peuvent pas faire un tournoi à 8. D'autres, ils font un tournoi difficilement à 8. Et, comme on a dit, t'as ta promo pas forte. Qu'elle soit pas forte, on s'en fout. Parce qu'on est content qu'elle soit pas forte. Parce qu'avant, on payait 50 balles pour des promos pour jouer un deck, c'était insupportable. Qu'elle soit nulle, c'est pas grave. Mais avant, t'en avais 3-4 nulles, mais brillantes. Et, tu finissais 3e, t'avais une deckbox. Alors, tout le monde était content. C'était trop bien. Il arrivait, il faisait, oh, il y a une deckbox, trop bien, je vais faire le tournoi. Qu'on paye limite un peu plus parce que quand un gars paye 5 euros pour son local, quoi qu'il arrive, il sait qu'il se prend une douille financière. Il le sait. C'est pas l'argent le problème dans un local. En fait, c'est le lot. Les gens, tu leur files une deckbox. C'est le lot qui, effectivement, il n'y a pas de challenge, tu vois.
Et puis le fait qu'il y a juste le winner qui va tout prendre et encore. C'est le seul qui est rentable. Même si c'est le seul qui est rentable. Oui. Les winners c'est une bonne idée, tu vois. Mais il en faudrait un petit peu plus, tu vois, parce qu'effectivement ça ne récompense que le premier. Et il suffit effectivement dans un local que vous ayez un joueur qui a un meilleur niveau de manière globale. Ou qui joue le tiers zéro toutes les semaines comme un mec très fun. Et, ouais, c'est ça. Donc ça, il faudra voir avec les semaines qui vont suivre, voir les mois, voir ce que ferait potentiellement mon œil par rapport à ça. Les fesses, pour moi, ont été une grosse réussite. Comme tu l'as dit, il aurait fallu que ce soit un peu plus ouvert pour permettre de fidéliser ou d'amener des nouveaux joueurs, parce que clairement, les lots auraient permis ça. Après, là, c'est prolongé parce que les lots vont être de nouveau distribués sur les tournois après. Donc c'est pas mal, parce que du coup, ça se répercute. Je trouve ça bien, même si... C'est des lots sympas. Complètement. Même si pour certains, dont moi le premier, j'aurais jamais carré, etc. Donc, j'ai pas d'intérêt à. Mais je suis quand même content que, le mec a hiberné depuis 6-8 mois et qu'il a pas pu faire son test, et il dit, tiens, celui-là, j'y vais parce que ça va me permettre d'aller choper mon carré de Piccolo Unisson, mon carré de Unisson Blue. En vrai, c'est cool. Pour ça, ouais, c'est bien. Mehdi, je t'ai coupé tout à l'heure sur ton tournoi depuis, t'as pas entendu. Là encore, on répète encore une fois, on n'est pas là pour faire du bashing, c'est juste une inquiétude, parce que on veut que notre jeu vive. Et un jeu, pour qu'il vive, les gens qui font vivre le jeu, c'est pas les gens qui font les régios, c'est le gars qui achète ses 2 boîtes à la paix, c'est le gars qui fait tous les locaux. C'est eux qui font vivre. Toi, Mehdi, est-ce que t'es aussi alarmiste peut-être que nous? T'es plus mitigé, ou toi, du coup, ton local il marche du feu de Dieu et t'es enthousiaste? Non, sur le local, moi j'ai une baisse là depuis un moment, depuis le CDF en fait. Après toi, de base, Cannes c'est une grande ville quand même. Non, mais ça va. Nice c'est une grande ville, Cannes non, mais oui. C'est vrai qu'avant on tournait dans pas loin d'entre 12 et 16 joueurs. Et vous, les Niçois viennent chez vous. Ouais. Après on faisait un peu des deux. Nous au début à Cannes on n'avait pas vraiment de boutique. On allait sur Fréjus qui était une demi-heure de route. Après on a fait Nice aussi pendant un moment. Et Mandelieu, Cannes Mandelieu c'est récent la boutique. Moi en tant que Normand, tu m'expliques que tu dois aller à Fréjus comme si c'était une tare. Moi ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir d'aller à Fréjus. Hein. C'est pour ça que tu vas, hein. C'est parti en une demi-heure. Tout le monde à Wissem, c'est pas pareil. Tournoi pas tout noir, je vais à Fréjus. Hein. Ah mais je t'ai dit le nom, genre, mais voilà, ça fait une demi-heure. Oui, je te taquine. À peu près. Mais du coup, même là, genre, en fait, pour moi, le problème des locaux, c'est le pricing, en fait. Le pricing, il est pas intéressant du tout. Malheureusement, moi, ce que je trouve, ça pose problème, tu vois. Donc là, c'est... Mais c'est un vrai débat parce qu'on l'entend très peu au final. Parce que les gens, en fait, ils sont tout le temps en train de se plaindre. En fait, c'est que des joueurs qui jouent tout le temps, qui se plaignent, oui, il y a cette carte qui m'emmerde, il y a ça qui m'emmerde. Mais en fait, d'un autre côté aussi, de toute façon, dans un TCG, t'auras toujours des banises de merde, t'auras toujours des sorties de merde. Mais au bout d'un moment, quand tu vois des gens ne plus venir tous les week-ends à ton local et que tu vois que le local il meurt, c'est ce qu'il y a de plus grave, en fait, dans le jeu. C'est pas que Seltzer soit chiant à jouer. Mais moi, je trouve ça, pour moi, genre, si on veut améliorer les choses, il faut repartir sur la base du problème. Pour moi, la base, c'est les locaux de base. Vraiment toute chose, en fait. Après, bien sûr qu'il faut, les sorties, etc., les retards, ça c'est une chose, mais ça c'est plus dans le domaine commercial, en vrai. Mais, pour moi, le fond du problème, ça reste le local, parce que le local, c'est la base des joueurs, et du coup, c'est ces joueurs qui se motivent à faire des régios, etc. Donc, pour moi, les locaux, c'est bien qu'ils fassent quelque chose. Le gars, il fait son régio IRL à une semaine de le faire parce qu'il a passé un local, il a gagné son local avec son deck, il s'est dit, allez, c'est bon, la semaine prochaine. Je mets mes 50-60 balles de frais de transport et j'y vais, quoi. Les locaux, c'est sympa, parce que du coup, on est plusieurs, on vit dans l'ensemble. Le fait de voyager entre guillemets, faire des déplacements pour les réseaux, c'est bien aussi. Voilà, tout ça fait que, pour moi, c'est ça le plus... C'est le ciment du jeu. Hein. C'est ça qu'on est fait boule de neige, tu vois. C'est que si tu arrives à engrainer une bande de potes à jouer régulièrement, effectivement dans des locaux, derrière, si tu dis on prend une de caisse, un Airbnb, et puis on va taper carton à 500 mètres, à 500 km de là où on est, t'es motivé. Si les mecs, par contre, ils se pointent plus, machin, etc., c'est compliqué, effectivement, derrière, de dire je vais y aller tout seul, voyons, quoi. C'est, la base, comme tu l'as dit, elle est là, hein. C'est là-dessus qu'il faut travailler, hein, pour. Mais ils avaient commencé au début, hein. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à jouer à Dragon Ball, on était BT3, quasi sorti de la BT4. Il y avait, on a notamment vu à l'époque, Pauline débarquer chez nous dans un local, elle nous avait même suivi l'après-midi parce que on avait Cultura qui en parallèle organisait des tournois, etc. Donc,
il y avait une volonté de communiquer, puis elle nous expliquait qu'elle faisait un petit peu la tournée des conduits, qu'elle avait des différents magasins à travers la France pour voir le jeu, etc. Une initiative qui n'existe plus aujourd'hui. Et je comprends pas. Enfin, après, je sais pas ce qu'il en est chez Abyss ou JO. Est-ce qu'il faudrait pas, je sais qu'ils recherchent des commerciaux. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs par rapport à ça. Hein, des mecs un peu qui déambulent à travers la France très certainement pour promouvoir leur jeu. Après, on préfère quand même la vraie Pauline en termes d'organes. On va pas se mentir. Oui, non, mais ça, bien sûr. Je préfère qu'il fasse un salam avec de moins et que ce soit mieux organisé. Non, mais bien sûr. Mais pour moi, il devrait effectivement repartir sur peut-être sur ça, tu vois, et pas pour avoir été contacté. On avait aussi eu un live d'anthologie avec Pauline. Le live d'anthologie, après. On est tous d'accord là-dessus, c'est les locaux, tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose pour redynamiser, revaloriser tout ça, ça va être compliqué, parce que oui, comme tu l'as dit, c'est pas les 50 joueurs qui font aujourd'hui le portefeuille de Bandai, c'est toute cette grosse majorité silencieuse qui joue avec fun, qui joue entre copains, qui avait la possibilité de se retrouver. Nous, on l'a, hein, cet exemple-là, on a plein de gens qui déplorent le fait qu'on n'ait plus de salle de latin de boutiques spécialisées, où on s'entassait à 16 dans une salle qui faisait 8 mètres carrés. Voilà, c'est le côté un peu on se rassemble tous, c'est le moment où on joue. Là, ce truc-là, je trouve que le bas d'embouche, moi, ça n'existe plus. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est remédiable de manière générale. Okay. On finit sur une note un peu triste, le podcast. Même si je pense que la BT17 va être quand même agréable à jouer. Même si on peut peut-être déplorer le fait que, c'était pas assez fort pour, en fait, on en avait parlé, on aurait peut-être dû sortir les starter decks pour l'été. Même si c'est plus logique de les sortir sur un nouveau pan en Zenkai. Mais là, l'été, il va peut-être manquer un peu de consistance. Que tout revienne en septembre, là, ça va être compliqué. Surtout que là, depuis le début de l'année, il s'est pas passé grand-chose. À part les fêtes qui, effectivement, pour moi, sont plus réussies. En fait, pour moi, je vais rebondir dessus tout à l'heure, alors que je vais le faire sur 2 mois, on aurait moins de problèmes. Oui, vous avez raison. On aurait moins râlé, en fait. Les 5 fests, 6 fests, ils les faisaient sur 2 mois, personne n'aurait rien dit. Et là, ils ont tout fait en 2 semaines. Ça aurait été bien, parce que du coup, mai, juin, on va dire, c'est BT17, et juillet, août, ça aurait été édition Warrior Army, et septembre, la BT. Même d'ailleurs, pour les régios, hein, si on peut se permettre de donner un conseil, arrêtez de faire des tournois 2 semaines après les sorties, sachant que vous êtes toujours en retard. Alors, au moins 3 semaines, 4 semaines, faut piano, faut arrêter de partir du principe que tout se passera à l'heure. C'est sûr. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a toujours pas des bonnes amitiés, hein, très certainement. À voir, je sais pas. Peut-être que c'est corrélé. Je pense, leur gars, je pense que ça doit être très compliqué en ce moment. On peut même imaginer à quel point c'est complexe. Je pense que le JO, même eux, ça les gêne de pas pouvoir communiquer tellement ils doivent pas avoir d'infos. C'était très compliqué pour eux. Il y a des moments où c'est mieux de rien dire. Ouais. Mais par contre, en vrai, truc qu'on a dit par rapport à la tier list, même si peut-être que la BT17 manque d'impact en termes de deck locomotive, on a, je pense qu'on est tous d'accord, dire qu'on a eu la meilleure méta depuis peut-être la BT13. Oui. Après, pas envie de comparer les deux, parce que les deux étaient excellentes, donc peu importe. Il y en a une, c'était la Cour des Miracles, où il y avait que des decks qui sont aujourd'hui bannis. Et là, aujourd'hui, on a une méta qui est très très saine, avec 2-3 decks locomotives, et vraiment, tout est un peu jouable. Il y a des trucs qui sont plus compliqués de gagner un tournoi avec, mais enfin, tout le monde n'a pas vocation à gagner un tournoi quand il fait un tournoi. Aujourd'hui, c'est une méta, on peut évoluer c'est très plaisant, à part si tu perds au dé contre Gogeta, globalement, tu t'amuses. La BT16, pour moi, c'est effectivement l'arrivée à maturité de ce qu'ils ont essayé de faire en termes de mécanique de jeu, c'est-à-dire de partir sur un truc c'est ça. range, plus axé sur carte advantage, sur la génération de ressources. Diversifié. Et globalement, je pense qu'en termes d'expérience joueur, les gens préfèrent une méta comme ça que l'aggro de la BT13. Je pense. Il y a beaucoup, effectivement, qui détestent mourir. Pour moi, je pense que d'un avis commun, c'est peut-être la méta la plus plaisante de tous les pans Unison Warrior. Parce que, BT10 poubelle. BT10, il y a un tiers 0. BT11, il y a à moitié Covid.
Après, quand tout le monde a eu ses promos, Baby Bleu, c'était injouable. Broly BR d'être très frustrant aussi quand tu joues contre. La BT12 était sympa. BT12 sympa. Sympa plus. BT13, cours des miracles. C'est un peu le go de format de DB. 14 très correct. Même en fait si tout le monde se mettait d'accord, si tout le monde se mettait d'accord au local pour pas ramener Icarus multi, tout le monde s'abusait. BT14, il y avait plein de leaders qui étaient bien plus que jouables. Tant qu'il n'y avait pas Zamasu CP dans le deck en face, c'est bon. C'était ok. Hein. BT14, moi je me souviens. Mais je pense que là on enchaîne de plutôt méta assez sympa quoi. Sauf le moment où tout le monde a commencé à jouer Cell Surge en fin de BT15. Là c'était pas fou. Mais c'est comme ça, hein. Faut bien donner des petits decks au sadique de temps en temps quoi. Il faut topo faire un monde là. Oui, après moi j'ai fait un tournoi entier à jouer topo, donc je suis mal placé pour parler. Ça va. En termes de sadisme, si topo quand même. Topo c'est pas gentil. Topo c'est une carte de méchant. Mais là on va avoir vraiment un très bon set pour cet été, et je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Hein. Oui, je pense aussi. Hein. Bon, on va se quitter là-dessus avec une note de positivité après ces bonnes 20 minutes à dire que le jeu est en train de mourir et que c'est triste. On ne veut que du positif. On veut que... Moi aussi, ce qu'il est en train de passer un... Il dépérit un peu. Il passe un mauvais moment et après, que ça il y a plein de bonnes nouvelles. Là, il y a la BT17, il y a Kenny qui arrive en métropole. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. On passe le bonjour à Kenny, hein, d'ailleurs. Mais oui, on ferait une annonce aussi pour Monsieur Nounours, le chat qui a rejoint. J'avais pas vu. Ouais, rejoint le paradis des chats. Tu me flingues ma journée là, du coup. Bah ouais, moi j'étais tout. Voilà, c'est ça. Que de mauvaises nouvelles pour Quentin, il perd son chat et en plus il y a One Piece en TCG qui arrive, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour Quentin. Pas mauvaise nouvelle, parce qu'on regardait tout One Piece en ce moment apparemment. Ah ouais, il a enfin lui qui a vu la lumière. Pas comme certains. Ah, Mehdi, il est même méprisant dans les choix de manga, c'est quand même incroyable d'être aussi polyvalent. C'est ça. Tu parles pas du même personnage. Voilà, c'est vraiment je trouve grincheux, quoi. C'est vraiment incroyable. Le nain grincheux. Bon, on fait des bisous à tout le monde. On dit au revoir à tout le monde et à bientôt sur la vidéo, sur la chaîne Force Star. Dormez bien.